Bonjour, je suis Régis Soder, je suis président de l'ACID, coprésident avec Idir Serguin qui n'est pas là mais à qui on pense. Je voulais pour commencer remercier Christine Koutaïa et Valériane Expert du service de l'action culturelle de la SACD de nous accueillir. C'est très important, ces partenariats pour nous. Cette rencontre s'inscrit dans la reprise de la programmation cannoise de l'ACID, une reprise qui commence ce soir au Luxor et pour tout le week-end. Reprise qui essaime aussi en Île-de-France jusqu'au début octobre, qui ira aussi à Lyon et en Corse et à Tanger. Enfin, sur le site, vous avez toutes les informations sur l'action de l'ACID et l'accompagnement des films de cette programmation cannoise. Voilà, je remercie Laurent Delmas d'animer cette rencontre. Laurent qui a un goût pour les films, évidemment. Tout à l'heure, il nous disait, je ne sais pas quelle expression tu as employée, mais voilà, les alcools forts qui nous réveillent un peu. Nous aussi, quand on fait cette programmation, alors cette programmation, c'est la programmation des cinéastes. La CID, c'est une association de cinéastes qui s'attache à l'accompagnement des films et à leur exposition, évidemment, en salle. On est toujours surpris par la singularité des films qui nous sont envoyés, qui vont être choisis. Il y a quelque chose de commun dans tous ces films qui finalement racontent peut-être une autre façon de faire le cinéma, à la fois dans les modèles économiques qui portent ces films-là, dans une certaine fragilité parfois justement de leur économie, et pour autant dans la qualité de leur écriture et des inventions qui sont peut-être nécessaires justement pour détourner ces premières contraintes. C'est ce qui nous réunit. Moi, j'ai en tête l'idée que ça peut être aussi un horizon, c'est-à-dire ces contraintes et la nécessité d'inventer justement pour les dépasser. C'est peut-être un horizon justement de fabrication qu'on va questionner cet après-midi. Donc on a avec nous Laurent Bécu-Renard qui a fait Hoffman en Noir. Qui est membre de la CID. On a Émilie Brisavoine qui a fait Pauline Sarrache, qui était dans la programmation cannoise il y a 2 ans maintenant. Michael Dacheux qui a fait L'amour debout, qui est un des films de la programmation cannoise de cette année. Vladimir Perchik, Ordinary People, qui nous a aidé aussi l'an dernier à faire cette carte blanche au cinéma serbe. Clément Schneider qui a fait Un violent désir de bonheur de la programmation de cette année, et Anna Lix qui a fait un film qui s'appelle Il se passe quelque chose. Ce rendez-vous, il initie aussi notre volonté de s'inscrire comme ça dans l'année dans des rencontres professionnelles où on peut questionner ensemble à la fois la fabrication et évidemment la nécessaire place de nos films sur les écrans. Donc on va initier quelque chose qu'on a appelé l'ACID Pro. Voilà, qui vient compléter d'autres projets qu'on essaye de nourrir ensemble dans les moments de rencontre à l'ACID. Donc voilà, je laisse à Laurent le soin d'orchestrer cette table ronde. Et évidemment, la parole sera à la salle dans un moment d'échange un peu ultérieur. Merci beaucoup en tout cas d'être venus nombreux pour participer à cette table ronde. Merci Régis, bonjour. Mon rôle est purement technique, donc je vais l'entamer par... il y a 5 places, à ma connaissance, encore dans la salle, donc s'il vous plaît, ne restez pas debout. Nous, ça nous fatigue, vous fatiguez aussi, donc c'est idiot. Vraiment, j'en compte au moins 5, donc allez-y, dérangez les rangées présentes, c'est pas grave, mais au moins vous serez quand même mieux assis que debout pour à la fois écouter et participer, Régis le disait. Évidemment, vous avez et vous aurez la parole. Moi, je ne vais pas vous faire un long discours parce que je suis l'innocent du village en la matière. Simplement, l'intitulé la notion de « à tout prix » mise en avant par l'ACID m'a fait penser à un film de Frédéric Soetscher qui s'appelle « Cinéaste à tout prix » et qui portait sur des cinéastes belges, dont un, hélas, disparu, qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau. C'était un pseudonyme, mais il insistait beaucoup pour qu'il n'y ait pas, ceci dit, le trait d'union entre Jean et Jacques, pour qu'on ne le confonde pas avec le philosophe français. Il avait dit dans ce documentaire, dans lequel il présentait un film de lui, dont la première image était un carton, comme au bon temps du muet, où il y avait écrit « 10 ans après ».
déjà cette forme d'humour belge m'avait séduit, et en plus il argumentait au fond cette espèce d'économie de moyens posée sur la table en disant qu'il avait un petit peu réfléchi que ce qu'il différenciait profondément de Spielberg, c'était que lui, avec l'argent de Spielberg, pouvait faire des films. En revanche, il était certain que Spielberg, avec l'argent qu'on lui donnait à lui, ne faisait aucun film. Et au fond, je place sous le patronage de Jean-Jacques Rousseau notre débat d'aujourd'hui, en espérant qu'un jour Steven Spielberg l'entende aussi. Voilà. Alors, il y a autour de moi des gens qui sont beaucoup plus compétents pour vous parler, c'est pour ça que je vais leur donner la parole tout de suite. À ma gauche, il y a Clément Schneider qui a fait un film historique en costume et sans moyens. On peut peut-être chercher l'erreur, ou en tout cas se dire que c'est mettre la barre haute dès le départ, mais au fond c'était évidemment, j'imagine, parfaitement conscient, conçu et réfléchi. Oui, jolie transition, Jean-Jacques Rousseau, le 18e et la Révolution française. Effectivement, quand on entreprend avec le scénariste l'écriture de ce qui va devenir un violent désir de bonheur, on se donne d'abord comme horizon d'écrire un moyen métrage. Ce qui change pas mal de choses, puisqu'on sait que les fonds auxquels on pourra ensuite présenter le film seront de toute manière plafonnés à une économie de court-métrage, et absolument pas qu'on ne rentrera pas dans les standards de financement d'un long. Et évidemment qu'on sait aussi qu'il va falloir que si on commence à fantasmer un film, disons un film d'époque, avec des guillemets, c'est-à-dire avec, je ne sais pas, de la figuration, de la reconstitution, peut-être beaucoup de moyens, on risque d'abord de se planter, de faire un mauvais film, et je me dis surtout à ce moment-là que de toute façon l'enjeu n'est pas très intéressant, parce qu'une telle inadéquation entre un projet artistique et les moyens économiques qu'on imagine pouvoir mobiliser, à ce moment-là on ne sait même pas si on va réussir à le faire, mais en tout cas cette espèce de hiatus est tellement énorme qu'on a la conviction qu'il ne faut surtout pas se lancer dans une grande fresque ou dans un fantasme de film un peu trop spectaculaire, et en même temps on se dit aussi qu'il est hors de question de laisser, parce que le film historique coûterait intuitivement plus cher, qu'il faudrait du coup laisser la représentation de ces récits-là à un cinéma plus institué, mieux financé, et peut-être moins inventif. Donc en fait, d'emblée, l'économique et l'artistique s'articulent de manière... on ne peut pas les dissocier du tout. Et se fait jour dans nos cerveaux à ce moment-là l'idée de faire presque un contre-film révolutionnaire, et pas un film contre-révolutionnaire, en se disant qu'on va s'emparer de ce récit-là, mais en le traitant par les marges, par la périphérie. C'est quoi faire... En fait, du coup, il y avait une espèce de continuité entre un film qu'on savait qu'on ferait aux marges d'une certaine économie, parce que même pour un court-métrage, il y avait une vraie tension, ou une vraie ambition, ou même quelque chose de déraisonnable à vouloir faire un film d'époque dans des économies qui sont quand même très contraintes. Mais que du coup, faire un film comme ça à la marge d'un système de financement qui parlerait aussi des marges d'une révolution, créait un effet de sens qui me semble pas être que théorique, mais qui s'incarne, je pense, à chaque plan du film, dans la manière dont on l'a écrit, dans la manière dont je l'ai mis en scène ensuite, dans la manière dont on l'a monté, et que tout ça, en fait, est une espèce de projet global. Enfin, j'ai la conviction, et je pense qu'on la partage un peu, qu'opposer la production et la mise en scène est une erreur, et qu'en fait la production est toujours déjà de la mise en scène, en fait. Et que, en tout cas, à considérer qu'il y a un projet artistique qui à un moment qui se heurte à un producteur est une erreur. Enfin, qu'à un moment, le producteur et le metteur en scène sont un binôme. Et il se trouve que je fais aussi de la production, donc ça a d'autant plus de sens pour moi. Mais qu'en tout cas, le producteur et le metteur en scène sont vraiment les deux parents du film à venir, et que c'est ensemble qu'on peut construire le projet le
le plus juste et le film le plus juste par rapport à l'économie dans laquelle on peut se situer. Voilà. Laurent Bécu-Renard, par rapport à ça, vous avez réglé le problème parce que vous êtes votre propre producteur, c'est-à-dire c'est l'idée de la petite entreprise autonome qui fait qu'au fond, vous évitez cette éventuelle opposition, cette éventuelle difficulté, sauf à penser qu'avec vous-même, ça ne se passe pas toujours très bien dans votre fort intérieur. Mais c'est une façon de faire, après tout, c'est-à-dire cette espèce d'autonomisation presque totale. Peut-être un jour aurez-vous votre propre salle de cinéma. Laurent Delmas dit ça parce que il se trouve aussi que je distribue mes films. Donc effectivement, auteur, réalisateur, producteur et distributeur. En fait, dans nos discussions, c'est vrai qu'à la CID, on n'a pas de ligne éditoriale, mais ce qui nous réunit, c'est quand même une certaine manière de faire le cinéma, de manière qu'on pourrait qualifier d'artisanale, au sens que on a une démarche artistique, c'est pas pour employer le mot artiste, mais on a envie de dire quelque chose à tout prix, comme le dit le titre de la séance d'aujourd'hui, et que on fait des choix pour y arriver. Et que moi, c'est mon bon plaisir psychique de pouvoir accomplir cela, c'est aussi de passer beaucoup de temps, puisque Of Men and War a été écrit pendant 4 ans, tourné pendant 5, monté pendant 4. Évidemment, c'est 10 ans au total, parce qu'il y a des choses qui se chevauchent de production, et ensuite je l'ai accompagné 2 ans sur les routes en distribution. Mais il n'y a pas... bien sûr qu'il y a des étapes où je me heurte au réel, où il y a des doutes, où il y a des moments où on ne sait pas très bien comment on aurait pu faire autrement, ou si on avait eu plus de moyens ou pas. Mais comme le dit très bien Clément, la production, c'est aussi de la mise en scène. C'est-à-dire que ma casquette de producteur, elle est aussi une casquette artistique. C'est-à-dire comment inventer l'économie qui me permet de tenir sur 10 ans. Même si je ne sais pas quand je commence que ça va durer aussi longtemps. Mais que c'est toujours une démarche créative pour moi. Et c'est vrai que je ne crois pas, et puis c'est peut-être mon tempérament aussi, que j'aurais pu le produire autrement, c'est-à-dire avec un producteur qui aurait eu des exigences sans doute très légitimes à un moment donné, parce que quand je vous dis 4 ans d'écriture, ça veut dire que tant que je n'ai pas trouvé le lieu où je veux tourner, eh bien le film ne commence pas, bien entendu, et pareil au tournage, c'est-à-dire que je tourne jusqu'à ce que je pense qu'il y a la matière. Bon, je fais du cinéma documentaire pour le cinéma. Mes films, on fait chacun 350 heures de rush pour le premier, 550 pour le second, 390 jours de tournage pour le second. C'est pas rien, mais aucun producteur n'accepterait ça. C'est-à-dire que moi, j'arrête de tourner quand je dis ça y est, on a tout. Et pareil pour le montage, quand j'ai embauché mes différents monteurs, c'était pas pour tant de temps, c'était jusqu'à la fin du montage. Et ça veut dire qu'il faut être assez créatif au niveau de l'économie, avec un financement qui se fait à chaque étape, qui ne se fait pas au préalable, comme ça peut être le cas pour du cinéma de fiction classique en tout cas, et parfois pour le cinéma documentaire. Donc, mais c'est des choix personnels aussi. Ça veut dire que c'est pas que des choix économiques, c'est aussi des choix de vie. Et je m'en accommode. Et je trouve mon plaisir de cinéaste dans cette économie-là. Et c'est vrai que ça me permet aussi d'être extrêmement réactif sur le choix d'allocation de ressources au fur et à mesure. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un et qu'avec moi-même. Après, sur le plan artistique, mais c'est peut-être pas le sujet de la rencontre, je me trouve des interlocuteurs qui font un rôle de production artistique. J'ai eu la chance pour Of Men and War que Thierry Garel, le fondateur et l'ancien directeur de l'unité de documentaire d'Arte, m'a accompagné pendant les 4 ans du montage comme interlocuteur artistique. J'ai à ma gauche quelqu'un qui, tout à l'heure, en off, comme on dit, nous a expliqué qu'au fond, son problème à lui était radicalement différent, c'est-à-dire qu'il avait trop d'argent pour réaliser, alors qu'autour de cette table, il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent. Mais au fond, la problématique est peut-être la même. Comment faire sous cette contrainte-là, trop d'argent ? Alors,
c'est un peu plus compliqué. Donc, moi, je viens pas de la marge, mais de l'extérieur. Je viens d'un pays qui n'a pas d'industrie cinématographique. Et j'ai fait mes études en France et j'ai coproduit les films avec la France. Sans ça, je n'aurais pas pu les faire. Et je les tournais toujours à, je disais Yougoslavie, maintenant c'est quand même devenu la Serbie. Mais je me suis toujours confronté donc, de venir d'un lieu qui n'a pas d'industrie, qui n'a pas de production cinématographique. De découvrir tout un système en France que j'apprécie beaucoup, mais qu'en même temps, j'ai toujours eu le sentiment de devoir un peu lutter contre. Donc quand j'ai fait mon premier long métrage, Ordinary People, j'avais un scénario de 20 pages qui était assez radical, et grâce au succès d'un moyen métrage avant, les producteurs avaient trouvé 1,2 million. Moi je voulais le faire avec 200-300 000. Donc j'ai passé un temps fou à lutter contre cet argent. Il m'avait loué, je voulais faire un film avec des non-acteurs, tourné dans l'ordre, avec une équipe de 7 personnes plus moins, sans éclairage, qu'avec la lumière naturelle. Et le premier jour de tournage, puisque j'étais rentré, je tournais à 200 km de Belgrade, je rentre à Belgrade et je reviens, je laisse tout préparer vendredi, et je reviens lundi sur le plateau, et je découvre une équipe de 25 personnes que la production française a engagée pendant le week-end. Et avec des contrats et tout signé. Donc je dis, bon, hop, on fait une réunion, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'explique, je dis, très bien, les contrats sont signés, vous allez être payés, mais rentrez à la maison. Donc j'ai fait le film avec l'équipe de 7, mais j'avais 25 payés. Et sur le moyen-métrage avant, que j'avais aussi tourné à Belgrade, la Téléserbe m'avait prêté une part de équipe technique qui accompagnait des travelling qu'il me fallait, tout ça. Donc j'ai 4 mecs tout le temps là, que j'ai pas besoin, parce qu'avec les non-acteurs, la présence d'une équipe, c'est pas une autre chose. J'ai besoin d'être dans quelque chose de très intime pour pouvoir saisir quelque chose qui est de l'ordre de leur nature. Quand il y a trop de gens, ils se mettent à jouer. Donc ça transforme la présence et la façon dont travaille l'équipe, transforme le réel qu'on saisit. C'est un peu comme en science, le chat de Schneider, je ne sais pas, cette expérience que la présence de l'observateur change ce qu'on... Voilà. Mais la télé ne laissait pas ces techniques qu'on l'utilise nous sans la présence des 4 mecs. Donc j'étais obligé de les payer de mon argent pour qu'ils ne viennent pas. Voilà. Donc j'ai toujours payé pour qu'on me laisse faire de ma façon. Alors, au-delà que c'est un peu rigolo à raconter, ce que je pense profondément, c'est qu'au cinéma, les méthodes de travailler sont des façons de penser. Et qu'une méthode de tournage produit aussi des formes. Et que ces formes-là pensent. Et que si on veut changer une esthétique, renouveler ou révolutionner esthétiquement le cinéma, ça passe par une révolution des conditions de production et de tournage. Voilà. Donc derrière l'anecdote un peu drôle, une petite pensée. Voilà. Est-ce que ça fait rêver le réalisateur de L'Amour debout d'avoir de l'argent, lui qui n'a pas payé les gens qui ont travaillé sur son film? Est-ce que c'est quelque chose dont vous rêvez, dont vous avez envie, ou au fond vous vous dites, bon, bah, c'est une économie, elle est comme ça, le film existe, vous l'avez fait, ils l'ont fait, ils sont tous des adultes consentants, donc au fond, est-ce que la vertébration principale, ce ne serait pas cette question-là? C'est sûr que je ne peux pas du tout me satisfaire, ça ne va pas. Ça va comme ça? Ouais. Que des gens travaillent sans être payés, évidemment, c'est absolument pas satisfaisant. L'Amour debout, donc le film que j'ai fait, il n'aurait pas été fait si je l'avais pas fait comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout d'argent, mais pas 100 000 euros, pas rien. C'est un film que j'avais commencé à écrire et qui n'a pas eu d'aide à l'écriture. J'aurais pu attendre encore et encore
les réécritures, etc. Et ça aurait été possible. Mais il aurait fallu encore attendre 3 ans, ou peut-être ne pas faire le film. Donc j'ai décidé d'y aller quand même, et pour ça il fallait des alliés, je ne pouvais pas faire ce film seul évidemment, et la solution que j'ai trouvée pour que ce ne soit pas trop contraignant et trop capricieux, c'était de proposer aux gens que le film se fasse un week-end par mois. Il y a d'autres gens qui ont fait ça, Yosselani, Romer, Satia Gittray, de travailler déjà quand les gens ne travaillent pas par ailleurs, voilà, pour gagner leur vie, et de sortir aussi de la bulle un petit peu comme ça, sans tripette, d'un tournage qui serait totalement intense et où on déborderait, où ça durerait 3 semaines. Je me sentais pas de demander ça aux gens. Le week-end, il y avait quelque chose d'un petit peu plus joyeux aussi. Les gens étaient contents de se retrouver. Ils pouvaient éventuellement se faire remplacer s'ils ne pouvaient pas, prévoir à l'avance. Il y avait quelque chose qui était qui devenait possible et dans la vie. C'est-à-dire que c'était une des conditions sine qua non pour que le film existe. Voilà. Et de faire aussi en fonction des possibilités des gens. Évidemment, si ils me disaient qu'il n'était pas disponible, je changeais le week-end de tournage, etc. Ça, c'est possible parce qu'il y avait énormément de souplesse. C'était la règle de départ. Mais là, tout devenait possible. C'est-à-dire que pendant des années, les gens vous disent non, 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 non. À un moment donné, je propose ça et tout d'un coup, tout devient possible. On me dit oui, ah tiens, ce week-end je peux pas là, mais le week-end d'après c'est possible. Le chef-op se débrouille pour trouver du matériel et il y a quelque chose qui s'ouvre et au moins on fait les choses. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé pour ce tournage-là, mais évidemment, j'érige pas du tout ça en modèle. Le cinéma du week-end, ça pourrait être une piste en tous les cas. Ça pourrait être une piste. Anne, vous avez avant de passer, si je puis dire, à la réalisation d'un long métrage de cinéma, vous avez touché à d'autres tuyaux, si je puis dire, dont la télévision, le court-métrage, qui est évidemment du cinéma, mais dans des conditions, on le sait, de production et peut-être encore de distribution un peu différentes. Vous, quel est votre regard, en quelque sorte, sur justement cette diversité d'expériences et de tuyaux, si je puis dire? Alors c'est intéressant de parler de ces différents tuyaux parce qu'en fait pour les 3 derniers films que j'ai faits, donc un film qui est un road movie qui fait 90 minutes, qui est passé sur Arte, pour un moyen métrage de 59 minutes, 59 secondes, qui a été financé sur des aides au court métrage. Et sur ce film, c'est à chaque fois 3 projets de long métrage qui ne trouvant pas le dernier trouvant son économie toute petite dans quelque chose du long métrage, c'est à chaque fois des projets très personnels que j'arrive qui se redéploient autrement. Donc le premier projet qui est un long métrage qu'on n'arrive pas à financer, mais on va jusqu'à un casting. Moi, je décide de situer l'histoire, qui est une adaptation sur l'île d'Oléron, dans le milieu ostréicole. Je rencontre des gens avec qui il y a des relations qui se créent. Il y a un comédien qui est très impliqué dans le projet. Je me dis, mais c'est dommage de laisser ça se perdre. Donc, je décide de partir avec ma chef-op, 2 amis et le comédien, et je vais voir les gens de l'île d'Oléron en disant, ben voilà, vous deviez m'aider à faire les scènes ostréicoles, techniquement, on va dire, et je vous propose de devenir des personnages du film. Et donc on essaye avec le comédien qui propose, voilà, normalement c'était un ostréiculteur au milieu des ostréiculteurs, concrètement c'est plus quelque chose de possible. Donc on dit c'est quelqu'un qui débarque sur cette île. Et à partir de... Moi, je veux que vous rencontriez cet homme-là parce que j'ai envie de le filmer. Qu'est-ce qu'on invente? Et lui, à ce moment-là, il me dit, ah, mais si ce gars venait de la part d'un tel avec qui j'ai eu telle histoire, eh ben, évidemment, je l'embaucherais. Donc, je construis mon film tout en gardant la trajectoire, les problématiques de fond sur avec cette épaisseur de réel des gens que j'intègre, en fait. Voilà, donc ça, c'est la première... D'ailleurs, c'est le deuxième film, en fait, celui qui est devenu un moyen-métrage, en fait. Donc on retrouve des financements de moyen-métrage sur quelque chose de beaucoup plus libre, et j'expérimente de travailler sur une trame narrative, de faire aussi le portrait d'un territoire au passage. Le précédent, en fait, donc là c'est un scénario de long-métrage qu'on n'arrive pas à financer et qui atterrit chez Arte, et là que je tourne quasiment de la même manière que je l'aurais tourné au cinéma, mais qui ne sort pas au cinéma puisqu'on a des financements télé.
Et le dernier, c'est donc un long métrage écrit de manière classique, assez bien financé au niveau écriture, on va dire. Et puis après, il y a des choses de production qui fait que ça traîne un peu en longueur. Et puis après, on ne trouve par contre pas de sous, très peu de sous pour le financer. Et on décide avec mon producteur, qui est Thomas Ordonneau de Shellac, qui distribue aussi le film, de faire le film. On attendait des télés qui ne viennent pas. Et Thomas me dit, mais est-ce qu'on se lance dans l'aventure, même si on n'a pas de télé? Moi, je réfléchis assez vite. Nourri aussi de cette expérience précédente où j'ai eu une liberté de tourner et que j'ai adoré, de retenter la chose. Mais là, je ne connaissais pas des gens en amont. Donc là, je décide de garder mes 2 personnages principaux, leur trajectoire, et de me dire, c'était à nouveau un road movie, qu'au lieu que ces femmes fassent des rencontres préécrites du scénario, elles allaient rencontrer des gens du réel. Et donc là, on retraverse tout un territoire qu'on explore pendant 1 mois avec mon assistant, et je retravaille sur un parcours possible de ces femmes. Voilà, donc j'intègre à nouveau le réel à mon film. Et pour moi, c'est une très 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 belle expérience de liberté, de retrouver des thématiques que j'avais presque perdues, qui étaient au départ dans mon désir de film, d'une polyphonie, de choses concernant le tourisme qui étaient passées au fil des réécritures un peu à la trappe. Donc je retrouve des choses de mon désir premier, et pour fabriquer ce film, je suis mes intuitions, je suis beaucoup plus dans une démarche de cinéaste, c'est-à-dire je pense qu'on a besoin pas forcément d'avoir des scénarios verrouillés, mais voilà, de savoir ce qu'on a envie de raconter, de poser des choses, mais de travailler en mettant des choses en résonance, plus des choses comme si on travaillait sur du montage, sur des choses comme ça. Voilà. Et moi, j'ai un grand plaisir à travailler avec ça, et à intégrer aussi l'épaisseur du réel. Je trouve qu'il manque souvent dans les scénarios, qui deviennent des objets assez secs et assez éloignés du vivant. Émilie, vous êtes cinéaste et prof en même temps, dans le même moment, comme on dit maintenant. Mais est-ce que c'est un statut que vous revendiquez, c'est un statut nécessaire, j'imagine, mais est-ce que c'est un statut que vous revendiquez? Et au fond, est-ce que c'est un statut dont vous avez envie qu'il perdure? Parce qu'au fond, peut-être que l'enseignement, qui est en général une vocation plutôt, peut nourrir assez aisément, on l'imagine, votre cinéma. Non, ça c'est sûr que j'adore être prof, et j'adore faire... j'ai fait qu'un seul film, un petit peu par hasard, qui s'appelle Pauline Sarrache, et qui du coup était... je crois que ce qui m'a sauvée en le faisant, c'est que j'étais totalement ignorante de ce que c'était que faire un film, qu'est-ce que c'était que cette économie, et donc j'y ai trouvé une très grande liberté. Et j'ai découvert le cinéma finalement un peu à l'envers, c'est-à-dire que j'avais filmé ma sœur pendant des années, et je savais même pas, j'imaginais même pas faire quelque chose de ces rushs, et c'est en discutant avec un ami qui m'a dit, mais tu pourrais faire un film. Et moi, faire un film, je savais qu'il y avait des gens qui en faisaient, mais je me disais, il faut faire des écoles, ça a l'air compliqué. Et en fait, on m'a présenté un producteur, Nicolas Antomé, à qui j'ai montré 1 heure de rush. Voilà, je dis je filmais ma famille, c'est pas très foufou quoi. Et il m'a dit moi ça m'intéresse, et il m'a présenté donc Karen Benenous, ma monteuse, avec qui on a monté pendant de longs mois, et c'était totalement c'était l'éclate. Franchement, j'ai découvert un truc génial, et mais surtout c'était totalement libre, parce que elle est trop cool. Je faisais tout ce que je voulais, on essayait tout, et donc ça a pris beaucoup de temps. Et c'est devenu un film un peu inclassable, on va dire, dans la forme. Et surtout, j'ai découvert le cinéma par le montage, finalement. Enfin, aussi en filmant un petit peu, mais l'idée de faire un film avec une trajectoire narrative, 90 minutes, etc. Mais c'est surtout qu'à partir de là, j'ai découvert des problématiques cinématographiques, et je me suis dit, ah non, mais c'est trop bien, faut que j'en fasse un autre, en fait, faut que je continue. Et en parallèle, je suis prof au lycée à Montreuil, et j'adore. Je m'éclate vraiment aussi avec les élèves. Et en fait, je suis persuadée que ça nourrit mon appétence pour justement. Moi, ce qui m'intéresse, que ce soit dans le cinéma ou au lycée, c'est la vie, quoi. C'est comment les gens ils se coltinent les uns les autres, comment
Comment on fait pour être ensemble. Et puis après je suis prof d'art appliqué, donc c'est aussi c'est des matières artistiques, donc il y a aussi toutes les questions formelles, et puis surtout le fait d'être dans l'apprentissage artistique avec les élèves, ça nourrit aussi beaucoup ma manière à moi de penser mes films, parce que j'ai un regard assez plastique sur la matière cinématographique notamment. Mais de fait, c'est sûr que des fois, j'aimerais bien être tranquille ou bilou chez moi à écrire mon scénario. Bon, après, c'est vrai que faire 1 an et demi devant son fichier Word, je trouve ça chiant. Mais bon, c'est aussi nécessaire. Et puis ça nous force à trouver une manière de le faire, de s'éclater au lieu de s'emmerder, quoi. Mais c'est vrai que je suis aussi prof parce que, oui, il faut payer le loyer, tout ça, quoi. Et en même temps, c'est un métier qui me nourrit et inversement. Merci. Oui, Bergine, non, mais j'allais vous. Mais allez-y, parce que j'allais vous interrompre. Justement, en écoutant vos différentes expériences, le préalable, évidemment, à l'acide, on a tout l'accompagnement des films. Il y a aussi tout un volant politique où on s'attache évidemment à essayer de défendre les conditions à la fois de production, évidemment de distribution et d'accompagnement des films. Donc l'enjeu, c'est d'être payé pour ce travail qu'on fait. Je crois que la vocation de cette table ronde, c'est d'essayer de mettre ça de côté parce que ça nous semble essentiel et j'espère qu'on est tous d'accord de ce côté-là. Moi, ce qui me semble, c'est que chacune de ces expériences vous déplace, c'est-à-dire que vous n'êtes plus à la même place que celle du moment où vous avez commencé à réfléchir ces formes et que maintenant, cette translation vous met à une place où vous êtes riche de cette première expérience, Un violent désir de bonheur, ce film en costume, Anne, chacun vos expériences respectives. Comment ça vous permet de réfléchir une autre façon pour le film à venir, une autre façon à la fois d'envisager cette écriture, peut-être d'intégrer cette partie du réel et d'en faire une force, et envisager aussi un modèle économique. On a compris que c'est pas juste la quantité d'argent qui est la condition nécessaire à la réussite d'un film et à l'expression artistique, mais comment à un moment trouver le juste prix. Est-ce que du coup ces expériences, qu'est-ce qu'elles ont modifié dans votre rapport à venir avec les films les prochains ? Qui veut répondre à cette question ? Compliqué, certes, enfin, mais ça permet effectivement d'aller de l'avant. Voilà, Clément. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce que je trouve intéressant dans la pluralité des expériences qu'on a racontées, c'est que pour moi, aucune de ces expériences ne fait modèle ou n'est duplicable ou réplicable en tant que système, quoi. Et c'est ça aussi qui en fait le prix, c'est-à-dire que moi, en tout cas, en ce qui concerne la trajectoire que j'espère être la mienne, à la limite, ce film, il me donne des armes pour dire en face que une attitude un peu timorée vis-à-vis disons que se dire non, je peux pas faire un film très ambitieux sur des sujets qui a priori, il n'y a pas de lien direct entre un sujet et des moyens que ça devrait mobiliser. Et qu'en fait, oui, on peut tourner. Faudrait que je fasse le calcul, mais on a tourné 15 jours pour un film d'1h15, donc ça fait un ratio de minutage utile par jour qui est totalement supérieur à la norme du long métrage. En fait, je pense que nos idées mettent à mal ces normes et qu'il faut juste en ressortir armé avec la conviction face aux différents interlocuteurs qu'on a quand on entreprend un projet de film, et Dieu sait qu'il y en a, que on peut être plus fort que ce système-là parce qu'on a une capacité en fait d'invention qui, loin de se figer à vouloir reproduire un truc qu'on aurait réussi à un moment, en fait nous donne la capacité peut-être pour le prochain film d'inventer autre chose. Et en fait, moi je ne sais pas encore quoi, mais je suis convaincu que à la limite, quelle que soit l'ambition que je me donnerais sur le prochain film et peut-être ses difficultés et que la seule certitude que j'ai, c'est que finalement, peut-être ce relatif inconfort dans lequel on a été pour fabriquer le film était un inconfort extrêmement fécond. Et que peut-être ce que je comprends de la manière dont j'aime bien faire des films, c'est que j'ai besoin de cette tension-là. Et en fait, ça rejoint un peu ce que disait Vladimir, du coup, qui se retrouve dans une espèce de confort financier apparent, mais qui n'est pas ce dont son film a besoin, ce dont lui a besoin. Donc en fait, la question, c'est comment
on écrit un film et on agrège des partenaires ou pas, en fonction de l'urgence aussi qu'on a à le tourner, parce que j'ai l'impression que la question de la temporalité est déterminante. C'est-à-dire que attendre des années pour financer un film de manière idéale, parce qu'on s'est dit que, ou on nous a dit, ou on pense qu'il faut tant de centaines de milliers d'euros, de millions d'euros pour le faire, peut être parfois totalement délétère et tuer chez nous l'envie de ce film. Et donc éventuellement, le jour où enfin vous avez les derniers 200 000 euros qui manquaient, le désir du film s'est étiolé, s'est envolé, et dans ce cas c'est fichu. Enfin, il vaut mieux passer à autre chose. Donc moi j'ai l'impression que de ces expériences-là, on acquiert parfois la sensation où on est capable d'identifier le moment au-delà duquel on compromet le film, parce qu'on n'est plus dans l'énergie et le désir de le faire, et que on s'est aussi montré qu'on était capable de trouver les bonnes personnes, les bons partenaires pour accompagner nos désirs. Et pour moi, c'est vraiment de l'outillage, quoi. Enfin, je ne sais plus qui parlait d'artisanat tout à l'heure, mais il y a vraiment ça, en fait. On pratique, on fait des films, et donc on maintient vivace notre savoir-faire, et c'est ça qui nous permet d'aborder le film d'après. Plus confiant, en tout cas. D'autres... Oui. Mais par rapport au film d'après, moi, je crois que la sélection par la CID à Cannes est déterminante pour moi, parce que c'est de la reconnaissance et une forme d'autorisation, parce que cette idée d'avoir tourné comme ça, un peu clandestinement, alors il y a le côté complot qui est un peu excitant, mais moi je peux pas faire que ça, j'ai besoin... Déjà, moi je viens de province, hein, pas du tout d'un milieu du cinéma, je suis arrivé à Paris sans connaître personne, et cette idée d'avoir le droit, de la légitimité est importante pour moi. Et donc les commissions, etc., d'écriture et écriture, etc., c'est très concret, on vous donne de l'argent, mais c'est aussi le milieu qui vous autorise quand même d'une certaine façon à dire oui, tu peux y aller. Et je pense que je ne serais pas du tout dans le même état aujourd'hui si le film était invisible. Le fait qu'il ait été vu et que des gens se sont dit ça vaut le coup de le montrer, pour moi je pense que c'est vraiment essentiel. Et ensuite, par rapport à la question de comment faire des films concrètement, moi je ne suis pas du tout dans le mythe de l'artiste romantique qui râle contre la production et le réel. Non, mais type Les Amants du Pont-Neuf ou ce genre de trucs, je trouve ça peut donner des beaux films, mais pour moi c'est irresponsable. Engager le projet d'un film, il s'agit d'être conséquent. Ça cristallise énormément de domaines, le cinéma, des domaines évidemment d'économique, mais affectifs, des investissements libidinales. Enfin, il y a tout, il y a toute la vie dans un film, et je trouve que c'est important. Pour ça, moi, je tiens à ce qu'on termine les tournages à l'heure, par exemple, parce que les gens, il faut qu'ils rentrent chez eux, qu'ils s'occupent de leurs enfants, enfin, et que le film soit pris dans la vie et soit très concret. Donc après, on fait le film avec l'argent qu'on a. Moi, j'ai fait un film pour 0 euros et que c'est moi qui ai mis de l'argent pour que les gens puissent manger. Évidemment, il était hors de question que j'écoute pas leur priorité. Mais si j'avais eu 1000 euros, je l'aurais fait autrement. Si j'avais eu 1 million, je l'aurais fait autrement. C'est comme décider de partir en vacances aux Seychelles ou dans le Poitou. Vous faites avec les moyens du bord, et puis il faut être content. Enfin, mais le réel, pour moi, est un allié. Mais il est plus ou moins aidant, ou parfois il met des bâtons dans les roues, mais il s'agit de le savoir. Voilà. Donc moi, ce que j'ai appris, c'est à être effectivement très, très conséquent et responsable. C'est pour ça que je disais que je faisais les feuilles de service. Les feuilles de service, c'est un peu technique, c'est où on dit tout ce qui va se passer dans la journée. J'adorais faire ça, parce que pour moi, c'était de la mise en scène. Combien de temps va prendre ce plan? Combien de temps va prendre cette séquence? C'est de la mise en scène. C'est savoir où mettre les priorités. Et effectivement, je ne peux pas ne pas savoir ça. Ouais. Pour perpétuer un peu ce que disait Régis Soler tout à l'heure, j'ai l'impression, à vous entendre, je peux me tromper, que là où vous en êtes, comme il le disait avec cette jolie expression, là où vous en êtes, j'ai l'impression quand même que ce qui diminue en quelque sorte d'intérêt dans le paysage, c'est le scénario. C'est cette écriture préalable. Or, quand même, une bonne partie du système est fondée sur le scénario et sur cette évaluation d'un objet qu'on prétend fini, alors que tout le monde sait que ça ne l'est pas, mais enfin, au moins, il y a cette idée que c'est fini. Alors, est-ce qu'au fond, là où vous en êtes, les uns et les autres, est-ce que c'est pas, justement, le dépassement de cette espèce d'icône
qu'on pourrait appeler le scénario, et qu'au fond, vous avez tous, à peu près, avancé, non pas sans scénario, mais avec l'idée que le film se faisait avec, contre, à côté d'un objet qui était plus ou moins présent. Est-ce que ça, c'est pas aussi, pour les uns et pour les autres, je ne sais pas, une étape en quelque sorte, ou un dépassement en tous les cas du système tel qu'il est actuellement? En tout cas, moi je pense que le scénario doit être non pas à sa place telle qu'il est aujourd'hui d'objet sacro-saint d'où tout dépend, mais comme un espèce de maillon et d'objet de travail. Après, je pense qu'il y a une écriture est nécessaire, et même pouvoir parler des choses et de ce qu'on fait, mais qu'à un moment ça devient tellement l'objet clé du financement des films. Déjà avant, par exemple, les films se finançaient sur les entrées. Maintenant, tous les films sont préfinancés en amont sur cet objet du scénario, carrément. Alors qu'il pourrait y avoir d'autres endroits. Bon, il y a un tout petit peu, mais c'est des sommes ridicules. Les chaînes ne rentrent pas sur les films une fois qu'ils sont faits, etc. Achètent très peu. Donc tout est conditionné à cet objet sacré-saint qui doit passer dans des commissions, plaire à un tel, et du coup ça devient des objets creux et vite souvent, et où on perd, quoi, qu'on rabote et qu'on re-rabote, et voilà, il y a une déperdition. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas, mais le cinéma c'est un film, c'est pas un scénario. Oui, j'ai envie de rebondir sur l'anecdote que tu nous as racontée tout à l'heure. On aura tout vu, qui est l'émission que présente Laurent Delmas, passe du direct au différé. Et tu disais, j'aime le direct parce que dans le différé, il y a quelqu'un qui va repasser derrière, qui va gommer les petites aspérités. Et je crois qu'on est vraiment à cet endroit-là avec le scénario, c'est qu'on a besoin d'être dans le direct et non pas dans le différé. On n'a pas besoin de scénario qui passe dans multiples dispositifs qui finalement gomment un peu les aspérités et les singularités. Je crois qu'il faut justement se nourrir de ces aspérités pour construire ces scénarios. Alors après, comment le dépasser, vous avez sans doute chacun des solutions, et comme le dit Clément, il n'y a pas un modèle, il y a différents modèles. C'est vrai que quelqu'un me disait, on ne fait pas un film parce qu'on a l'avance sur recette, on fait un film et parfois on a l'avance sur recette. Peut-être, Émilie, tu peux nous parler de ton expérience là en ce moment. C'est aussi une forme de concession, c'est-à-dire il y a évidemment le scénario, mais il y a le casting. À quoi on est prêt pour, à un moment, faire son film? Oui, moi je fais comme le premier film, j'avais fait à l'envers, j'avais écrit le film au montage. Là, il faut que je le fasse de manière, on va dire, traditionnelle, quoi. Donc j'ai commencé par écrire un. Pourquoi il faut? Pardon de vous interrompre, mais pourquoi il faut? Parce que, en fait, c'est moi qui l'ai décidé. Donc j'aime bien faire toujours un truc nouveau. Et ça, je savais pas le faire, donc je me suis dit, je vais faire ça. Et ça fait 2 ans que je suis dessus. Donc c'est long. Et donc on l'a présenté dans des commissions. Et puis on m'a dit que mon personnage était trop antipathique. En plus, c'est une femme. Donc, et ça me saoule parce que moi, en fait, j'aimerais bien voir au cinéma des filles qui sont aussi relouques dans la réalité. Et donc, du coup, j'ai réfléchi. Alors, faut pas déconner, le scénario n'était pas non plus abouti à 100%, et j'ai retravaillé pas mal de choses, parce que pour moi, je pense que c'est quand même un exercice qui est hyper important pour affiner au fur et à mesure ce vers quoi on va, parce que même si on ressent ce qu'on veut raconter, il faut le préciser et trouver la forme, et c'est très très dur et c'est très long. Et voilà, c'est du travail, et c'est un objet technique d'échange et de communication avec les autres. En revanche, après, quand il y a des... pour moi, dire qu'un personnage féminin antipathique, on n'a pas envie de voir le film, ça me pose des questions politiques aussi, de représentation, puisque ce qui m'intéresse, c'est au contraire de donner à voir ce que moi je perçois du monde, et non pas ce qu'il faudrait percevoir du monde. Donc, alors là, il faut essayer d'être malin, il faut essayer de voir comment on peut... retravailler aussi la structure du film de manière à ce que tout soit assez béton pour que... Enfin voilà, c'est aussi du travail. Et puis après, dans tout ce qui est les questions de casting, dans mon film, c'est une veto, donc il y a une clinique vétérinaire, il y aura des animaux, une enfant, un ado trisomique, enfin bref, en fait, il faut beaucoup de temps, il va falloir du temps et peut-être des décors, mais moi je pense qu'en fait, on peut le faire on peut trouver plein de manières de le faire suivant le budget qu'on aura. Mais
voilà, donc le budget, c'est aussi, ah oui, mais si tu prends telle actrice, ce sera plus facile de financer que si tu prends cette fille qui te fait triper, que personne connaît. Je fais OK. Mais, et c'est vrai, et c'est une réalité. Et donc, du coup, il faut aussi adapter son désir à ça. Et il y a des concessions. Moi, je suis OK pour faire des concessions sur certaines choses, parce que je suis, ouais, OK, pourquoi pas. Mais il y a des choses sur lesquelles je fais pas de concessions, parce que finalement, moi, ce qui m'importe, c'est j'ai la nécessité de raconter quelque chose, quoi. C'est ça qui est important. Donc voilà, il faut faire des choix à certains endroits. Laurent, vous, c'est le bonheur absolu parce que c'est sans scénario, sans casting. C'est ça le bonheur, non? Oui, cinéaste. Mais est-ce que c'est vraiment ça, sans scénario et sans casting? C'est pas ça que vous me dire. Non, mais tout à l'heure, quand je disais l'écriture est très longue, par exemple 4 ans pour Of Man and War, là par exemple le film suivant, je suis déjà dans la 5e année. L'écriture, c'est pas être effectivement devant le tableau Word, c'est aussi parfois regarder les nuages, c'est aussi c'est vivre, éprouver. Moi, je suis assez sensible à plusieurs choses qui ont été dites. Aussi, continuer à s'inventer comme cinéaste au quotidien. Je pense que ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on s'est tous inventés comme cinéaste. C'était pas un plan de carrière et à un moment donné, on a éprouvé le besoin de dire quelque chose et on a choisi comme mode d'expression sensible les images animées. Mais on continue de s'inventer. Et effectivement. Bon, encore une fois, je fais du documentaire long métrage pour le cinéma. L'écriture, au moment où effectivement j'écris, ça se passe en quelques jours, mais au bout de plusieurs années. Et là, étonnamment, c'est extrêmement cohérent. Et effectivement, bon, jusqu'à présent, j'ai eu le plaisir que ça soit toujours extrêmement bien accueilli par les commissions qui nous soutiennent, mais qui valident aussi. C'est ça que j'aimerais dire. Les chemins de traverse. Parfois, dans les instructions de présentation d'un dossier, que ce soit pour l'écriture, le développement, même l'avance sur recette, on vous dit il faudrait qu'il y ait ça, ça, ça et ça et ça. J'ai jamais fait. J'ai toujours raconté une histoire. Et je ne savais pas en commençant à écrire, même si l'écriture s'est faite en 4-5 jours, ce que j'allais faire formellement. Et on m'a jamais dit mais attendez, il n'y avait pas le point 3, 2, etc. Non. Et je pense que plus vous êtes animé par un désir fort, plus celui-ci est reconnu à différentes étapes. Tu parlais de la reconnaissance. Mais avant d'être en salle, elle peut exister aussi au fur et à mesure. Et je pense qu'à la fois, parfois, l'invention de l'économie est une émulation de notre désir. Et que la puissance du désir, elle nous permet de conquérir à beaucoup d'endroits. Alors, dans le cinéma documentaire, c'est aussi vis-à-vis des techniciens avec lesquels on travaille, ça c'est vrai avec la fiction, des personnes qui vont devenir des personnages, les institutions dans lesquelles on va peut-être filmer, le fait que autrui ressente un désir aussi puissant de dire quelque chose va les entraîner dans notre aventure. Moi, ça me frappe et ça m'émeut à chaque fois. Et je trouve que c'est vrai aussi en production. Alors parfois ça marche pas. J'en ai eu des noms, hein, c'est pas. Mais je m'attelle à ça toujours. Et je trouve que pour revenir à la question, alors c'est peut-être pas vraiment la question que tu posais, mais par rapport à la question des moyens dont on dispose, je trouve que c'est important qu'il y ait aussi une adéquation presque esthétique entre les moyens dont on dispose et le type de film qu'on veut faire. Et c'est esthétique et moral, d'une certaine manière. Je crois que ce film que j'ai fait, Of Man and War, que j'ai tourné aux États-Unis avec des soldats qui étaient en thérapie après avoir vécu les guerres d'Afghanistan et d'Irak, si j'avais eu beaucoup plus de moyens, je crois que j'aurais pas pu les entraîner dans cette affaire. Et je crois qu'eux, ils voyaient aussi cette même cohérence et consistance. Et du coup, ils ont été partants et ils se sont engagés et ça a duré très très longtemps. Et ça quand je réfléchis à l'invention des moyens économiques, je pense aussi à ça. Tu vois, c'est un peu ce que tu dis toi aussi quand tu as renvoyé ton camion et tes 25 techniciens parce qu'il n'y avait plus de cohérence vis-à-vis des gens à qui tu voulais demander de s'inventer acteur comme toi tu t'inventais cinéaste. Et puis, il y a aussi là on parle des moyens de manière un peu abstraite, mais chaque nouvelle source de financement est aussi un nouvel interlocuteur
qui rentrent en jeu dans la délibération qu'il va y avoir autour de l'objet qu'on est en train de fabriquer. Et les problématiques d'un distributeur, il ne s'agit pas d'opposer les uns aux autres. On peut partir de l'idée que ça agrège autour d'un projet des gens de bonne volonté qui ont à cœur de défendre un film, mais il n'empêche que c'est pas la même chose d'avoir une chaîne de télé qui a des contraintes de grille, un distributeur qui pense pas même aux entrées qu'il va devoir faire, un producteur qui lui est peut-être davantage du côté d'un metteur en scène. Et donc, l'argent n'est jamais, c'est idiot ce que je veux dire, mais l'argent n'est jamais gratuit. Il y a toujours quelque chose que vous allez payer d'un côté en récupérant de l'argent. Et il faut se poser la question de cette complexité-là qu'il va falloir ensuite gérer, dont le film va souffrir. Je dis pas c'est une souffrance, mais le film va subir en tout cas. Et que ça doit être aussi une donnée qui rentre dans l'économie qu'on décide d'inventer autour d'un projet. Et que peut-être, en fait, à un moment, mieux vaut se passer d'un partenaire financier dont on n'est pas sûr nécessairement des intentions, par ailleurs, vis-à-vis du film. Enfin, ce qui doit toujours générer l'économie, c'est le film, c'est la forme. Et j'ai l'impression que c'est ça que nos projets remettent au cœur du débat, puisque, pour le coup, il y a presque que ça, puisque c'est parfois des films qui sont faits avec rien ou très peu. Donc, voilà, c'était juste pour préciser ça. Et j'ajoute en complément de ce que tu dis, c'est que le spectateur n'est jamais dupe. En fait, il le voit très bien. Et ça peut être n'importe quel type de spectateur, que ce soit le spectateur qui va en salle, mais aussi le spectateur professionnel. Je pense que c'est quand même assez rare, dans mon cas, qu'un film autoproduit, autodistribué, donc sans producteur de la place, sans distributeur de la place, se retrouve en sélection officielle à Cannes. Et je pense que c'est parce qu'à un moment donné, ils voient cette cohérence aussi. Alors, ils auraient pu le refuser, hein, mais je l'avais ressenti aussi 10 ans avant, quand le premier film, puisqu'il y a 10 ans entre chaque film, était arrivé à Berlin, tu vois. Et je me dis, le spectateur reconnaît ça, si tu vois. Et que s'il n'y avait pas eu cette adéquation, peut-être qu'il y aurait eu un dysfonctionnement que tout le monde reconnaîtrait. Non, ça me faisait penser que là, on parle de la façon dont sont faits les films, et c'est essentiel. Mais ça a à voir en termes donc, esthétiques, mais aussi de contenu. Je pense que tout simplement aussi les types de gens, de corps, de façon de parler, les types de lieux qu'on voit dans ces films-là, vu que ça s'est fait de façon souvent plus sauvage, ou qu'on nous a moins donné l'autorisation, ils sont différents que des acteurs qui peuvent avoir un peu un jeu lissé. Alors évidemment le scénario, ça c'est certain, mais aussi tout bêtement ce qui est représenté et ce qui est dit. Moi, je crois, il faudrait faire des stats, je ne les ai pas faites, mais que l'essentiel du cinéma français est fait par des rentiers. Enfin, en tout cas, je pense que c'est très compliqué de faire des films si vous n'êtes pas propriétaire. Et je ne sais pas comment, c'est très compliqué. Donc, tout simplement, on ne raconte pas les mêmes choses. C'est bête, mais on ne raconte pas les mêmes choses quand on se soucie ou pas de payer son loyer. Et on ne filme pas forcément les mêmes gens. Et moi, je souffre aussi d'une homogénéité normative et normopathe des corps, des façons de s'exprimer et des récits et de ce qui est dit. Et je trouve que c'est aussi une façon de donner à être représenté d'autres gens, voilà, d'autres gens et de s'occuper de ça. Et ça peut se passer souvent que comme ça, un peu par la bande, parce que sinon on nous donne pas forcément le droit. Alors quand ça arrive, tant mieux, et c'est bien d'être malin et stratège. Mais des fois, en face, c'est impossible. Et aussi parce que des fois, on ne parle pas du tout de la même chose. Moi, j'ai affaire à des gens, je leur parle de Jean Colbiette, ils ne savent pas qui c'est, ou quand ils ont vu un film de ce cinéaste-là, ils ont détesté. Donc on ne peut pas discuter très longtemps. Il y a aussi, à un moment donné, des histoires de goût, de sensibilité, où c'est impossible. Et c'est aussi des questions politiques, d'ailleurs. À un moment donné, on ne parle pas du même monde, et de la même... il y a un endroit où c'est irréconciliable. Alors il faut espérer qu'on arrive à trouver des trous, des failles, des percées. Et personne n'a jamais empêché les gens de faire des films. On arrivera toujours à faire des films. Mais pas à tout prix, mais à quel prix ? C'est la question que je pose, moi. Mais... Vladimir, vous ressentez-vous aussi cette idée qu'il y aurait parfois deux mondes qui se regardent face à face et qui ne se comprennent pas dans cet acte, dans ce processus de création et de production? Peut-être que j'ai un sentiment légèrement différent, c'est que pour moi vraiment le cinéma commence avec l'invention de sa méthode à faire. Et pour moi c'est un auteur, c'est ça. Oui, sauf que
je crois que vous inventez votre méthode de faire en fonction de ce que vous voulez saisir. Quelle est cette part de réel que vous voulez intensifier? Que les premières expériences quand vous faites une école ou vous tournez des courts-métrages, vous êtes confronté avec des méthodes de faire des autres qui les amènent. Et moi, j'ai toujours eu le sentiment que je me suis mis à réfléchir sur le cinéma pour inventer ma méthode, pour trouver de quelle façon de travail je peux saisir ce que je veux. Parce que ces façons de travail qui existent dans ce que Godard appelle chez les professionnels de la profession, ils produisent quelque chose. Voilà, ou le dire d'une autre façon, quand vous regardez les premiers films, les films muets, ce qui me touche toujours, c'est que vous regardez à la fois le film et le cinéma qui s'invente. Et ça, on n'a plus aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un film qui, à la fois, je vois le film se faire, mais aussi le cinéma s'inventer. Je crois que cette question de méthode, c'est ça. Et qu'il faut un peu travailler à la fois contre les méthodes de production, parfois même contre l'équipe, qui sont mes amis. Même mon petite équipe, ça m'arrive que je dois voler mon nom acteur, le mettre dans la voiture et conduire plus vite que les autres. Mais vraiment, faire que l'équipe court derrière moi. Et parce que si il me rattrape, je ne vais plus réussir de filmer ce que j'ai vu dans un moment intime avec cette personne qui n'est pas un acteur et ce que je veux donner à voir au spectateur. Voilà. Et parfois même contre la technique. Que là, avec les caméras digitales, il y a quelque chose c'est un autre exemple, mais j'ai un problème de format. Je tournais avec une petite caméra qui n'avait pas la possibilité d'un format 1.33. J'étais obligé d'appeler un hacker qui a réussi à me hacker la petite caméra afin que je peux voir au moment où je filme le format que je voulais. J'avais le format là très très large et je filmais dans un quartier de Belgrade qui est très pauvre. Et soudain, ça devenait somptueux. Et je me suis dit, mais ça, ce appareil photo, il est fait pour l'agence de real estate à New York. Voilà, ça valorise. Soudain, cette petite maison où je tournais, je regardais là, puis je la regardais sur l'appareil, je la voyais déjà que le marché de l'immobilier arrive à Belgrade, et soudain, avec des photos comme ça va passer le mètre carré de 200 à 1002. Donc je suis rentré chez moi et j'ai appelé un ami pour qu'il me refabrique un format qui n'existait pas dans cette caméra, qui rend le réel en face duquel j'étais. Donc oui, c'est pas peut-être deux mondes, mais travailler contre des automatismes, des réflexes, des habitudes. Voilà. Pour rejoindre un peu ce que tu dis et reprendre un peu ce que disait Michael sur la représentation, je pense qu'il y a vraiment des véritables enjeux de représentation. C'est peut-être pas voilà, et c'est peut-être pas un hasard que nos films qui peut-être montrent des choses de la réalité autrement aient plus de mal à se financer. Quelles histoires on raconte aux gens, qu'est-ce qu'on a envie de montrer du réel, comment on le montre effectivement avec des images publicitaires ou des images qui proposent une autre vision du réel, quoi. Voilà, quand même techniquement, c'est des sacrés enjeux et des enjeux politiques. Donc, et aussi les modes de financement aussi. Le scénario tout puissant, c'est pas pour dire qu'il en faut pas, mais qui tout d'un coup devient un objet contrôlable. Voilà, c'est des vraies questions. Oui, alors après, moi, je serais moins catégorique que vous sur le scénario, parce que par exemple, dans le cas... Non, mais c'est dans mon cas, par exemple, c'est un objet qui est très important. Alors après, sans qu'il nécessite forcément des années... En fait, l'idée, par exemple, qu'un scénario doit s'écrire pendant des années, pour moi, est une aberration. Vous pouvez avoir un scénario sublime en 4 semaines. C'est pas du tout... Mais je pense que c'est par ailleurs, en plus, un vrai lieu de résistance et surtout
C'est Émilie qui disait tout à l'heure, il faut être malin, et je suis totalement d'accord avec ça. Il faut trouver des espèces de moyens de parfois subvertir un peu ce système, ces systèmes qui existent, pour les plier, nous, à nos besoins. Et en plus, ensuite, montrer à ces mêmes personnes qui parfois nous ont pas vu venir ou qu'on a un peu hacké, nous aussi, qu'en fait, c'est même pas décevant, voire peut-être ce qu'il y a de déceptif dans ce qu'on leur propose ensuite par rapport à ce qu'ils avaient peut-être fantasmé ou qu'on leur a fait croire qu'on fabriquerait, n'est pas forcément moins intéressant. Et après, je voulais juste ajouter un truc qui est que la norme a quelque chose de désirable, en fait. Il faut pas sous-estimer ça, je crois. La manière de... Enfin, moi, je comprends totalement qu'on ait envie de... qu'on puisse avoir envie à un moment de faire un film dans un confort plus grand, et parce que c'est rassurant aussi. La norme a quelque chose de rassurant. Elle est aussi rassurante, pour ceux qui financent les films, et donc ça nous renvoie, nous, à éventuellement des positionnements peut-être plus éthiques, qui font que que la marge n'est pas quelque chose qu'on va subir, ou que la marginalité dans laquelle on décide de se placer n'est pas quelque chose qu'on subit, mais quelque chose qu'on choisit. Et ça, je crois qu'il faut qu'on en est tous en tout cas très conscients. C'est pas un truc qui nous arrive par malheur, et que du coup on pleure, mais qu'en fait c'est aussi une position dans laquelle on se place, nous, parce que c'est à cet endroit-là que la résistance à cette norme-là, toute désirable qu'elle soit, produit du sens aussi, et donc des nouvelles formes. Alors, juste, je voulais rajouter une chose, en fait, je crois que tel que je vois le problème de cette surinvestissement aujourd'hui du scénario, je ne suis pas contre le scénario, même si j'ai pas mal du mal à l'écrire, j'arrive à le finir la veille du tournage juste pour le donner à l'équipe, sinon c'est la catastrophe. Mais je crois qu'il y a une survalorisation du scénario. Vous avez les pitching, les script doctors, les ateliers d'écriture du scénario. Et ce qui est derrière ça, c'est en fait un retour à une ancienne idée de cinéma, d'un cinéma classique, où la vérité, elle préexiste le tournage. C'est-à-dire la vérité, elle est dans le récit, dans les idées philosophiques qui sont derrière le récit, dans la psychologie des personnages. Or, je crois que, en tout cas moi, le cinéma, ce qui me fait aimer le cinéma, c'était ce cinéma moderne pour lequel une vérité peut advenir au moment du tournage. Qu'il n'y a pas une vérité que le cinéaste la possède, est détenteur et qu'il a à la transmettre. Mais c'est ce moment d'aller vers le réel. Et de l'acte de tournage qu'il y a une réalité à saisir, d'où une vérité peut advenir. Voilà. La praxis du cinéma, pour moi, elle est intéressante que de cette façon-là. Sinon, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'écrire un livre. J'ai pas du tout envie ni de me taper les financiers, ni de me lever à 6h du matin, ni de devoir manger avec 15 personnes pendant 2 semaines ou 3 mois. Donc s'il n'y a pas ça, je crois que je ne vois pas quel est l'enjeu du cinéma en tant qu'art. Voilà. Mais c'est juste dire effectivement que si on parle de création, ça veut dire qu'on ne sait pas à quel objet on va aboutir, c'est vraiment une recherche. Donc on ne peut pas figer les choses à aucun moment, quoi, voilà. Ou à la fin de notre montage, mais qu'avant, voilà, ça cherche et qu'il faut accepter cette part de risque consubstantielle à notre travail. Oui, moi je pense qu'il y a vraiment une dimension. Le cinéma, c'est quelque chose qui pour moi, n'est pas intellectuel, c'est alchimique. Il y a quelque chose de très sensoriel et épidermique. C'est dans le corps aussi, et c'est pas que dans l'intellect, c'est aussi dans l'âme, l'inconscient. Et ça, pour moi, le scénario, oui, c'est un objet de communication, parce que entre ce qu'il y a des mots et qu'on comprend tous ces mots, etc. Mais après, ce qui est fort dans le cinéma, c'est ce qui advient, en fait. C'est quand le réel se confronte justement à ce programme, parce que pour moi, le cinéma, c'est pas de dérouler un programme. Ça, c'est trop chiant. C'est justement avoir peur, se confronter à la surprise, à ce qui va passer ou pas passer. Et des fois, moi je me rappelle, parce que j'ai pas fait de tournage, puisque j'ai juste filmé ma famille pendant 4 ans, mais c'était une manière de tourner, mais je le savais pas. Mais en fait, je voyais bien qu'à un moment,
je me disais, ah là là, je suis en train de filmer ça, c'est trop bien. Ah tiens, je vais filmer ça, ça a l'air génial. En fait, je regardais les rushs, c'est nul. Il se passe rien. Et après, je regarde, parce que comme j'étais totalement novice et à l'ouest, j'avais fait 10 heures de rush, mais j'avais oublié de mettre le son. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ça? Et en fait, il y avait des choses qui étaient totalement, sans son. Il y avait une dimension, justement, l'erreur avait amené une force expressive et dramatique qui n'aurait pas été possible que j'aurais jamais imaginé, en fait. Et moi, je pense que mon cerveau, il est tout petit et je peux rien imaginer de dingo, mais que par contre, la vie, elle est plus dingue et intéressante que moi, et qu'il faut que j'arrive à trouver un dispositif dans lequel, c'est un petit peu balisé pour donner des repères, justement, pour rassurer les gens, mais après, il faut que, justement, on se confronte à cette réalité, et ça fait peur, et c'est jouissif. Mais je trouve que tu as dit le bon mot, tu as parlé de dispositif, et je pense que le scénario est un élément du dispositif, mais ni plus ni moins. Et qu'évidemment, ça rentre en contradiction potentielle avec le surinvestissement qu'il y a aujourd'hui autour de cet objet-là, dont peut-être, parce qu'on veut construire, parce que c'est à construire un financement, on veut qu'il soit programmatique et qu'il permette de donner à voir presque plan par plan, minute par minute, le film à venir. Et qu'en fait, à nous de faire en sorte que le scénario ne reste qu'un dispositif, qui laisse advenir l'accident et l'organique et le réel, quoi. Idéologie à l'œuvre derrière tout ça, et que c'était il faut sans cesse, quand vous êtes cinéaste, donner des gages, rassurer, etc. Donc il y a le scénario, mais souvent il y a le sujet aussi. En quoi ça a à voir avec un sujet contemporain, et on vous demande aussi de pitcher. C'est un peu fou, c'est pas forcément votre métier. Enfin, vous devez être un communicant. Et moi je vois des films aussi où j'ai l'impression que c'est la publicité de leur pitch, où leur pitch est tiré, où je vois pas de vrai désir, de danger de mise en scène, d'essayer de capter quelque chose qui pourrait se passer devant la caméra. Ça déroule, ça illustre. Ce sont des images qui illustrent une idée qui souvent, pas tout le temps, mais parfois sont des fausses bonnes idées. Et il faut être fort quand même pour pas se laisser faire, parce que au moment du scénario, il y a des gens en face et on vous appelle et on vous dit votre personnage est antipathique, il n'y a pas assez d'obstacles, le début est trop long. Vous êtes mis en situation d'élève, avec forcément des gens parfois qui ne sont pas forcément plus calés que vous, mais qui quand même vous disent... Et je dis ça en plus, j'ai déjà aussi été dans des commissions, c'est compliqué, ça passe dans tous les sens. Mais au final, c'est ça. On vous dit quand même comment faire, comment bien travailler. Et au tournage, on veut sans cesse vous protéger. On est un réalisateur aussi très infantilisé. Et si vous ne faites pas gaffe, c'est la script et le chef-op qui font le film. Parce qu'on vous dit, mais non, ça ne marche pas. Alors je dis, mais attendez, t'inquiète, ça ne sera pas raccord. Enfin, il y a aussi une folie du faux raccord. Il faut dire, non, moi je veux faire ce plan. Alors il s'agit d'écouter. Moi je veux bien écouter. Il y a des gens qui ont de l'expérience. Les techniciens, ils ont fait 4 films dans l'année. Moi j'en fais un tous les 4 ans. Donc forcément, ils savent de quoi ils parlent. Certains, mais en face, vous avez aussi des profs, corporatistes, castrateurs, et qui vous disent comment faire. Et il y a peu de place pour, comme Griffiths, inventer le montage. La chose est prédigérée. Et c'est pour ça qu'il faut faire très gaffe effectivement à tous ces trucs où on vous envoie péta ou schnock pour pitcher votre film dans tous les sens avec plein d'experts qui vous disent comment il faut faire. Il y a peu de place pour une vraie liberté, et si on n'est pas trop sûr de soi, on a vite fait de dire bon ben d'accord, alors je ferai pas ce plan, ok. Et ça affadit énormément. Ouais. J'espère que toutes ces façons de faire, elles produisent des films un peu différents. Souvent, notre crainte aussi, c'est qu'il n'y ait pas une double peine, et c'est ce contre quoi on lutte, c'est-à-dire la fragilité économique qui porte certains films engage une double peine au moment de leur exposition en salle, et c'est ce en quoi nous, à l'Acide, on essaie d'accompagner de façon un peu différente aussi les films, en essayant de regagner aussi cet espace de la salle. Je pense que les cinéastes, ils ont à faire quelque chose dans les salles, non pas qu'il faille étirer
ces accompagnements, mais en même temps les réinventer. Je crois que c'est Laurent qui aimait cette idée d'artisanat au sens noble du terme. Je crois qu'on l'a bien exposé là. Est-ce que c'est le moment de passer la parole? Oui, la salle, voilà, c'est tout trouvé, la salle. Il y a un micro baladeur, dit baladeur, là. Celui-là, on peut le passer, voilà, il va bien. Si vous pouviez m'éviter de devoir faire la sempiternelle blague sur laquelle, s'il n'y a pas de première question, on passerait bien à la seconde. Non, tant pis, c'est fait. Ben alors, voilà, donc la blague est faite et la question arrive. Merci beaucoup. Oui, si vous pouvez vous présenter. Alors, je m'appelle Cécile Pollard, je suis scénariste. J'ai déjà beaucoup apprécié tout ce qui s'est dit et c'est très... Voilà, pour quelqu'un qui se met beaucoup en question, ça me donne des ailes, donc voilà, bravo. Et je voulais vous poser la question par rapport... Alors, c'est une petite question technique par rapport au nombre de prises. Je ne sais pas si, justement, cette recherche du réel, est-ce que vous êtes plutôt à prendre beaucoup de prises ou plutôt à prendre peu de prises? Voilà, c'est une petite question technique. Qui veut répondre à cette question du nombre de prises? Ça vous laisse muet. Vous faites beaucoup de prises? Pas beaucoup de prises? Je suppose que ça s'adresse plus aux réalisateurs de fiction. Ça dépend. Et comme disait Émilie, en fait, pour le coup, je trouve la disjonction fiction-documentaire aberrante, mais s'il y a du réel dans les deux. Et le réel, par définition, est imprévisible. Alors, des fois, il va vous demander 20 prises, et puis des fois 2. C'est totalement... En tout cas, ça fait pas partie, moi, d'une méthode de travail que je saurais catégoriser. Oui, les prises, je pense que ça dépend, mais moi, ça me fait penser à la préparation. Le fait de ne pas avoir d'argent, ça fait que c'est quelque chose qui m'a fait énormément préparer, y compris dans les choses très très pratiques. Et c'est pas tant que je sois contre le fric, là, mais de savoir à quelle heure on mange, qu'est-ce qu'on mange. Il y a des questions très très pratiques où souvent le réalisateur dit « Ah, occupe-toi de ta mise en scène ». Il y a une ruche qui vous fait des trucs derrière et on vous dit « Ah, occupe-toi de ta mise en scène ». Bon, non, quand il n'y a pas d'argent, du coup je m'occupais de tout. Mais les choses étaient extrêmement préparées, et ce qui faisait qu'on pouvait, et on savait combien de temps on avait pour tourner. Donc c'était à moi de décider que là il y aurait 3 prises, ou il y en aurait 5, ou il y en aurait 2. Mais oui, je pense que ça encourage à énormément préparer, connaître les lieux, toutes ces choses-là. Des fois, il y a aussi des tournages où il y a beaucoup d'argent, où c'est fait en dépit du bon sens. Il y a une forme de hiérarchisation du travail et de taylorisme débile, mais en plus qui n'est même pas productif, comme le capitalisme, c'est-à-dire qui est aberrant. Enfin, je veux dire, l'objet visé ne marche même pas, parce qu'on dépense beaucoup de choses pour pas grand-chose, et c'est absurde. Donc oui, ça revient aussi à rationaliser quand même les efforts de travail, ce qui n'est pas tout le temps le cas sur un tournage en bonne et due forme. Oui, juste une chose que j'ai envie de dire quand vous soulevez la question des prises en fiction, mais d'un point de vue documentaire, quand j'étais jeune cinéaste et que j'essayais de m'inventer comme cinéaste, parfois il y avait une semaine de tournage où je savais qu'il n'y avait rien que peut-être on pourrait exploiter au montage, et j'étais un peu paniqué. Et j'ai appris au fil des années à me dire, mais en fait, il peut y avoir effectivement 1 semaine, 2 semaines. Bon, moi je tourne, comme je vous disais tout à l'heure, 380 jours sur le précédent film, mais c'est pas si grave en fait. Et que, en rebondissant sur ce qui avait été dit précédemment, ce qui m'intéresse, c'est la vie. Donc il y a des choses qui se passent, et j'attends pas que mes protagonistes disent quelque chose ce jour-là, sinon il se passerait rien d'ailleurs en fait. Et que une semaine où il y aurait rien qui aurait été dit, qui apparemment pourrait servir dans le film fini, en fait prépare une autre semaine plus tard ou des mois plus tard où il se dira quelque chose d'essentiel qui aura sa place au cœur du montage. Et que de ce point de vue-là, en fait, finalement, je fais beaucoup de prises, mais en laissant sa chance tout le temps au réel pour m'offrir du vrai et du vrai utile. Juste moi pour compléter, parce que je fais aussi du documentaire, donc ça me semble très important de dire que l'écriture du scénario documentaire, c'est aussi ce dispositif dont tu parlais, c'est aussi ces grands moments de rencontre dont on sait que ce sont des étapes du récit qu'on a envie de créer à partir du réel, et que cette notion de prise, elle existe aussi dans le documentaire, c'est-à-dire qu'il n'y
il y a aussi des documentaires dans lesquels la mise en scène et le dispositif permet ou non au réel d'émerger. Je crois que la force de ces films-là, c'est que le réel dont on parle, c'est pas forcément le précaré du documentaire ou de la fiction. On voit qu'il y a une porosité entre ces deux formes, parce qu'au préalable, ce scénario-là, il a quelque chose de commun finalement. D'autres questions? Oui, il y a quelqu'un tout au fond de la salle. Là, il y a quelqu'un? Oui, bonjour, mon nom est Renaud Mathieu. Je fais à la fois de la scénarisation, de la production, différents trucs. Ce qui m'intéressait dans ce qu'on a dit, on a beaucoup parlé effectivement du scénario, puis du financement, puis un peu de la production, tout ça, mais là on parle aussi de diffusion du cinéma indépendant, puis j'étais curieux de voir au niveau de comment on imagine la relation avec le public quand on conçoit un projet, parce que ça doit faire, j'imagine, aussi partie. Il y a quelqu'un à qui on s'adresse quelque part, et à quel point, quand on parle de cinéma indépendant, le fait de travailler avec des petits moyens, est-ce que c'est une façon de se libérer de cette contrainte-là aussi, ou comment on l'aborde différemment, parce que à quelque part, on veut quand même que ça fonctionne et que ça plaise, et ça doit, j'imagine, participer de sa fabrication. Non, je réagis tout de suite parce que c'est quelque chose qui me tient très à cœur. Moi, j'ai aussi l'impression qu'on parle souvent beaucoup à la place du public, qui est quand même une entité abstraite qu'on ne connaît pas bien. Et on vous dit souvent, mais le public... voilà. Et moi, j'ai la foi, plus que la foi, enfin la ferme conviction, mais très très ardente, que les gens ils prennent ce qu'il y a, et que si vous avez été un tant soit peu sérieux et généreux dans votre travail, la chose elle passe. Et y compris des choses que d'autres qualifieraient de pointues, des gens absolument pas cinéphiles ou même cultivés sont tout à fait plus que capables, à même, je sais pas, de recevoir cette émotion, cette pensée, ce sentiment, et vous renvoie ça parfois avec beaucoup de générosité. Il se passe des choses assez merveilleuses parfois dans les salles, et où, alors que le petit cercle fermé, intellectuel, parisien, va vous dire « Ah mais non, votre truc c'est un machin de bobo, ça va pas les intéresser », et comme s'ils savaient ce qui intéressait les gens, c'est les gens, quelque chose d'aussi très très vague. Et donc les rencontres avec les spectateurs ont cet avantage de vous rassurer et de vous dire bah, si, en fait en face ils comprennent très bien, et c'est juste qu'on leur confisque. Et puis bon, après, peut-être que dans nos films on leur demande d'un tout petit peu plus travailler, qu'on les emploie davantage pendant la projection, mais souvent ils sont contents. Enfin, donc oui, il y a cette idée quand même d'être rassuré par le fait qu'une émotion passe au-delà de tous les clivages socioculturels présupposés. Non, ce que je veux dire, je crois que c'est deux questions, en fait, elles sont liées mais différentes. D'un côté, c'est cette place du spectateur que le film construit, qui commence déjà au scénario, au tournage et va jusqu'au montage. Et pour moi, cette place, elle est très importante. D'ailleurs, il y a des films que je ne peux plus regarder parce que la place où ils me mettent en tant que spectateur, j'y arrive pas. C'est un film qui a eu pas mal de prix récemment et je suis allé le voir et il avait un point de vue du plafond. Là, je suis sorti. Parce que je sais pas où il me met. Ou ces films où la caméra bouge tout le temps, j'y arrive plus du tout. C'est-à-dire où il n'y a pas un temps qui m'est donné en tant que spectateur de regarder et de ne pas me dire qu'est-ce que j'ai à voir. Donc ça commence à me faire une violence, mais après c'est une sorte de cinéma. Ensuite, l'autre chose, quand on touche au scénario, ce que je trouve intéressant, c'est quelle histoire on raconte pour qui. Parfois, on raconte une histoire qu'on connaît à quelqu'un qui la connaît, à quelqu'un qui ne la connaît pas. On raconte des histoires qu'on connaît et des histoires qu'on ne connaît pas.
venant de la Yougoslavie, parce que j'ai grandi au moment de la guerre. Comme la guerre, c'est la brume du guerre et de la déception et de la désinformation. C'était absolument pas clair ce qui se passait. D'un côté, on vous dit que ça se passe, de l'autre, on vous dit non, c'est faux, il y a autre chose. C'est la guerre, et l'histoire, elle s'écrit après, quand il y a les procès, les jugements, quand cette brume se dissipe. Mais longtemps, je me disais, comme je suis un endroit assez compliqué, il faut que je raconte à un public français une histoire qu'ils ne connaissent pas, mais que moi non plus, je ne connais pas, parce que je suis dans la brume totale de la guerre, de savoir ce qui se passe. Voilà, je crois que c'est quand même les deux questions fondamentales qu'on est obligé de se poser, mais qui ne concernent pas le public, mais le spectateur. Juste pour répondre à votre question, c'est aussi un peu le cœur quand même de l'activité de la CID, c'est-à-dire s'occuper de cette question de la diffusion. Dans le dispositif aussi de programmation et de choix des films, il y a cette idée du collectif. Et à un moment, quand un film est porté collectivement, quand il y a une intuition collective que le film peut rencontrer le public, parfois quand on regarde toute la programmation, évidemment, il y a des films très différents. Et je crois que c'est aussi savoir faire confiance aux spectateurs. Et je crois que cette confiance-là, on voit, elle s'élabore dès l'écriture, dans la confiance qu'on a et dans le désir qu'on a, et qui va de toute façon dans un mouvement, moi je crois, de sincérité, d'authenticité, toucher le spectateur. Et parfois c'est vrai que quand à l'issue de la programmation, on doit aller chercher les distributeurs, on a souvent, par rapport à cette norme, des retours de « ah, mais ça ne va pas marcher ». Et si nous, on a eu cette conviction collective entre cinéastes qu'il y a quelque chose qui passe dans le film, la plupart du temps, c'est opérant. C'est-à-dire qu'en salle, ça marche aussi. Après, il faut lutter dans un marché avec des lois de promotion et de gravitation, j'ai envie de dire, qui sont très difficiles à inverser. Mais cette idée-là de faire confiance aux spectateurs, je crois, c'est évidemment ce qui porte nos projets. Et puis pour compléter, j'ai l'impression que ce cinéma qu'on fabrique, disons, à tout prix, nous offre quand même globalement tous une certaine liberté. Et qu'en fait, cette liberté qu'on s'accorde nous est celle qu'on accorde aux spectateurs vis-à-vis du film qu'on fabrique. Enfin, en travaillant de cette manière émancipée, on fabrique vis-à-vis de notre film, on espère un spectateur émancipé aussi, donc un spectateur libre. Et vous n'êtes pas en train d'envisager le film pour une catégorie de marché, genre les ados de 16 à 20 ans. Et ça, c'est fondamental en fait. Je vais juste et moi j'ai l'impression que ça leur fait même du bien aux spectateurs de voir ces films qui ont été faits effectivement avec une certaine liberté et j'ai l'impression qu'en tout cas là, mon film est en train d'être montré à droite à gauche et ben les gens ça leur fait du bien parce que je pense qu'ils en ont marre eux aussi d'être un peu contraints dans beaucoup de cases ou des images qu'on a d'eux. Oui, bonjour, moi je suis auteure-réalisatrice et un peu comédienne par moment. Moi, je suis très intéressée par ce que vous racontez, mais je vais vous poser une question hyper pragmatique. Comment vous mangez ? Parce que moi aussi, j'adore votre liberté, je la respecte énormément. Mais quand on fait des films comme ça, déjà, vous parliez tout à l'heure, il y avait une économie de moyen métrage pour votre film en costume, par exemple. Donc là, ça veut dire que vous avez été vous-même producteur, mais vous travaillez quand même avec des prods, j'imagine, tous, ou pas du tout. Parce que effectivement, en France, on a des producteurs assureurs, mais pas vraiment investisseurs. Et du coup, quand on fait un film, effectivement, on est souvent pris en otage par ce problème de passer de commission en commission. Et même dans les commissions, comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas toujours des gens qui savent lire un scénario. Donc, comment ça se passe quand vous faites un film sans budget ? Au niveau de l'exploitation, si vous êtes accueilli par la CID, est-ce que quand même vous arrivez à rentrer quelque chose pour préparer le film d'après ? Comment ça se passe pour enchaîner votre activité de réalisateur et à peu près le temps d'exploitation en salle d'un film très indépendant comme ça ? Combien de temps à peu près ? Vous vous adressez à moi, alors je réponds en premier, mais l'exploitation en salle, je ne sais pas, le film n'est pas encore sorti, donc on verra.
il faut bien se rendre... Oui, je pense même que le travail de l'ACID, c'est de savoir faire vivre les films sur la durée. À peu près combien de temps ? Plusieurs semaines. Enfin, en gros, votre film, il n'est pas compromis au bout de la première semaine parce que vous n'avez pas fait un super score à 9h à l'UGCDL, quoi. Puis de toute façon, c'est pas la logique dans laquelle les films sont montrés. Voilà. Après... 8 semaines pour le fiction, peut-être, et 7-8 mois pour le documentaire. Voilà. Et après... l'acide n'est pas là. L'acide, comment dirais-je, la mise en lumière que l'acide nous offre, c'est surtout une exposition. C'est pas de l'argent qui rentre. C'est pas d'un seul coup. Il y a pas personne n'est venu avec son chéquier me faire un gros chèque quoi pour mon film. Mais par contre, on sait très bien que c'est cette notoriété-là qui parfois attire un peu l'œil des commissions qui vous ont jusqu'à présent un peu snobé et qui disent « Ah tiens, en fait, il se passe quelque chose, là, c'est qui ces types ?» Mais rien n'est jamais acquis. Et après, pour finir de répondre à votre question, moi, je fais une thèse pour laquelle j'ai un contrat doctoral. Voilà. Je crois que c'est important aussi de repositionner politiquement où se situe l'ACID. C'est-à-dire qu'individuellement, vous pouvez retirer quelque chose de cette expérience de l'accompagnement. Nous, on n'accompagne pas un auteur et son film pour qu'il soit exposé. On se bat pour une certaine idée du cinéma et de sa diversité. Donc il y a la vision politique, il y a la vision macro, et après, individuellement, évidemment, on n'est pas tous égaux. C'est-à-dire que les films ont des vies tout à fait différentes dans leur exploitation et dans leur exposition. Chaque personne s'empare de cette mise en lumière. Encore une fois, on lutte contre l'idée du label, parce que c'est pas parce qu'on accompagne 9 films, on peut accompagner 9 films, une quinzaine dans l'année. On aimerait en accompagner 50, 60. L'idée, c'est pas de choisir il se trouve que c'est par la particularité de ces films qu'on accompagne, qu'on pense c'est une certaine idée politique aussi de ce cinéma et de sa fabrication et de son exposition. Donc après, le cas particulier de chacun, dans ce qu'il va retirer de cette expérience, il y a autant de films que de cas particuliers. Mais on sait, alors pour tout vous dire, pour être très clair, on s'est dit avant la table ronde, évidemment cette question-là, elle nous tient à cœur, comment on vit de son travail. Après, c'est une table ronde en elle-même. Là, on avait envie justement d'essayer de réfléchir à cet horizon de la fabrication, à la fois d'une esthétique et d'une économie, pour accompagner ces films-là et les accompagner jusqu'aux spectateurs. Et je crois qu'après, il y a autant de façons de vivre encore une fois, que d'individus. La question de madame, qui est la question du frigo, elle est pas illégitime du tout. Et nous, on en parle en tête-à-tête, à l'ACID, entre nous. Comment tu fais ? Tu as des cours, du tutorat, des choses. Mais la vérité, c'est que ce qui nous réussit, oui, aussi, et ce qui nous réunit, c'est qu'on en vit aussi, parce qu'on en vit psychiquement aussi. Je veux dire, avant toute chose. Et on est ici, sur cette estrade, si on était en position de vous dire, vous parlez de nos problèmes de frigo, ça serait totalement, si vous voulez, déplacé. Oui, mais si vous voulez, on en parle entre nous. Mais là, on est là aussi pour donner du désir et transmettre quelque chose, parce qu'évidemment, on est en position très particulière. On est presque des survivants d'une certaine manière, puisqu'on est là, on a fait ce qu'on voulait, on l'a fait avec plaisir, chacun a employé ses mots, a parlé de la jouissance, toi tu disais l'éclate. Bon, mais on ne peut que transmettre ça. On ne va pas vous dire, mais vous savez, c'est difficile à tel moment. On essaye de se débrouiller chacun avec les ressources dont on peut disposer, les autres compétences qu'on peut avoir par ailleurs. Effectivement, c'est pas tous les jours souriant, mais on en a discuté justement. C'était le thème d'une discussion qui précédait la rencontre avec vous. Et je pense qu'on est vraiment là aussi pour. Vous disiez, la conversation vous donne des ailes. Moi, c'est ça qui me fait plaisir dans l'échange avec vous. Moi, je ne peux pas faire autre chose qu'essayer de donner des ailes à des gens qui ont envie de se lancer. Parce que si on prend par l'autre bout de la lorgnette, on va juste vous communiquer de la dépression. Et voilà, on n'est pas là pour ça. Non, mais moi, je pense qu'on en parlait tout à l'heure, et c'est important de dire comment sont ces films, et que par ailleurs, en tout cas pour moi, j'ai un travail salarié, etc. Parce que c'est pas la même énergie de travail, c'est pas les mêmes films, parce que je pense qu'effectivement la communication, elle devient plus poreuse entre la vie
Et le film, le fait que je ne sois pas payé pour faire le film, il faut que je trouve de l'argent ailleurs, donc ça me fait rencontrer des gens ailleurs, donc, un peu comme toi. Voilà, je rencontre des détenus, des enfants, des adolescents, grâce à mon travail, qui n'est pas celui de faire des films. Et ça ne donne pas les mêmes films. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de faire ce film-ci, puisque il y a beaucoup de lieux dans mon film, c'est le lieu de mes employeurs. Enfin, j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai capitalisé là, pour le coup. Et il y a beaucoup de choses de mes conditions matérielles d'existence qui font que ce film existe et ça raconte ça. Mais je crois aussi que je reviens à cette histoire de la légitimité. C'est pas la même chose quand même d'être payé, d'avoir son salaire de réalisateur, ou même dire je suis intermittent, ça fait précaire, mais au moins vous dites quelque chose. Quand vous faites un film où il n'y a pas du tout d'argent, moi je sais pas quoi dire aux gens, c'est quoi ton boulot? On me dit donc vous n'arrivez pas quand même avec c'est bien beau le désir roi, mais à un moment donné on a besoin d'être un tout petit peu quand même aidé par le réel, et quand vous savez pas trop, vous n'avez aucune légitimation sociale, vous faites votre film autrement, ça c'est sûr. Pas du tout comme un fonctionnaire du cinéma, là pour le coup, sûr que non. Et je pense qu'effectivement ça change les films. Et juste pour compléter, collectivement, on essaie justement aussi de gagner sur le terrain de la rémunération de l'accompagnement des films, de l'aménagement de soutien au cinéma documentaire. Enfin, on siège dans des commissions où tous ces enjeux qui sont aussi le fruit de réflexion sur l'énorme précarité du monde du cinéma, en tout cas de cette partie-là, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, le mot il est là. On s'en empare pour essayer de se battre aux endroits qui sont les lieux de décision, pour que cette rémunération elle soit au rendez-vous. Après, on n'y arrive pas tout le temps, mais je crois qu'en tout cas vous avez bien résumé chacun là cette idée de... voilà, on a laissé de côté cette idée du frigo, mais évidemment elle est très présente, et pour moi elle est très importante. C'est aussi une question politique. Merci d'avoir posé. Bonjour, Pierre Le Gall, scénariste et réalisateur, merci d'être là devant nous. J'avais une question autour de... En fait, dans votre discussion, il y a une terminologie qui se rapproche quand même du militantisme. On parlait du combat, le mot politique revient souvent. Et vous avez cité en ouverture de cette table ronde Spielberg. Du coup, j'avais une question un peu mêlée. Quel était votre désir premier de faire du cinéma ? Parce que moi, personnellement, il est venu en voyant des films de Spielberg. Et il faut des moyens pour faire du cinéma comme celui-là. Et du coup, je me posais la question de savoir, est-ce que vous, aujourd'hui, vous suffisez à jouer avec le réel dans des économies complexes ? Et est-ce que vous n'avez pas envie non plus d'aller vers un cinéma, disons, peut-être plus grandiloquent, mais qui, pour certains, a été initiateur de cette envie de devenir cinéaste ? Moi, je veux juste préciser que dans la salle, on a Philippe Fernandez qui a fait de la grande science-fiction aussi, avec Cosmodrama, et que voilà, il n'y a pas que Spielberg qui s'attache à ces univers, il y a aussi d'autres façons de les aborder. Oui. Qui veut également répondre ? Allez. En tout cas, ce qui est sûr, que pour ma part, j'ai aucune envie de faire un cinéma de niche, ou justement qui fait la publicité de sa propre radicalité. Moi, j'aime le spectacle. Je peux aimer aussi les acteurs et les actrices, stars ou pas stars. Mais je crois que le spectacle peut aussi passer par des choses où je suis pas pris pour un andouille comme spectateur. Donc, enfin, c'est pas ma faute, moi, si en face ils disent qu'ils s'emmerdent. Enfin, que pour eux c'est pas du spectacle. Moi, je le pense pas. Enfin, je veux dire, moi, je voudrais bien que les films ils fassent des millions d'entrées. C'est pas le problème. Hein. Je suis pas là content de dire super, on n'est que 3. Nous, on est très généreux. C'est en face qu'ils vous disent que c'est pas spectaculaire, parce que ça. Enfin, le mot est mal choisi, parce que spectaculaire, ça fait un peu péjoratif, mais oui, le spectacle, c'est venez voir et des gens faire des choses intéressantes devant une caméra. Et pour moi, c'est pas incompatible, mais on est effectivement dans une réalité et qui fait que ça l'est peut-être de plus en plus. Moi, j'ai l'impression que les marches se rétrécissent. Peut-être qu'aussi le cinéma intéresse moins les gens que pouvaient l'intéresser avant, enfin, et que ça communique moins quand même entre le cinéma populaire et le cinéma d'auteur. Moi, j'ai grandi dans les années 80 et j'avais l'impression que la couverture de Télépoche, c'était Sandrine Bonner, c'était Piala. Alors aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a Télépoche encore, mais en tout cas, il n'y a plus Sandrine Bonner, c'est quelqu'un de la télé-réalité ou je ne sais pas quoi. Enfin, je pense que le rapport
des gens au cinéma a énormément changé. Et cette question, effectivement, ça s'est partitionné et c'est pas notre faute. Vous parlez des désirs premiers. Pardon. Il faudra un micro, et puis il faudrait que vous nous disiez qui vous êtes, comme ça. On apporte un micro. Bonjour, Laurent Bounic, réalisateur, etc. Ce que tu dis, c'est tout à fait juste, mais tu oublies, ce qui bloque tout, c'est le système. C'est le système de copains, c'est le système qui fait que les films de l'acide ne paraissent pas au public, n'ont pas accès au public, ou si peu au public. Ce sont le système des distributeurs, de la télévision, tout le système qui ne permet plus au cinéma d'exister. Toi, tu parlais de Piala, des années 80, où, si tu veux, moi, je suis issu de la génération court-métrage. Et à ce moment-là, il y a eu un truc exceptionnel. C'est on pouvait, comme moi, ne pas avoir fait d'école, venir de parents prolétaires, et de faire du cinéma. Ensuite, tout ça, ça s'est fermé. Ça s'est refermé, et c'est fini. Et que là, aujourd'hui, il y a une guerre, il y a une véritable guerre à mener contre ce système qui empêche ce dont tu parles, ce que j'appelle le cinéma d'exister. C'est-à-dire, là, aujourd'hui, le cinéma français n'existe plus, ou si peu, que, ce sont des niches, je ne sais plus qui reparlait de niches, qui peut exister dans ces petites niches, mais qui n'a pas accès. C'est-à-dire, par exemple, au Festival de Cannes, ou dans les festivals, il n'y a qu'à voir les spectateurs qui sont dans ces festivals. Ils veulent du cinéma. Et la plupart, moi j'ai été dans plusieurs festivals, et la plupart de ces gens-là ne vont plus au cinéma, parce qu'ils n'ont plus accès. C'est-à-dire ils ont accès à des merdes de comédies de merde à la française qu'ils ne veulent pas, et donc ils vont dans les festivals pour voir ce qu'ils appellent le véritable cinéma. Et ça, cette guerre-là, il faut en parler. Pour moi, elle est essentielle, quoi. D'autres interventions? Il me semblait qu'il y avait quelqu'un au fond qui voulait prendre la parole, mais peut-être pas. Je voulais juste dire une chose par rapport à la question du désir premier que Pierre, c'est ça, soulevait. Parce que, évidemment, nous, on ne va pas parler des autres ou de genre de cinéma. Bon, vous êtes inventé comme cinéaste en regardant Spielberg, et c'est ça que vous avez envie de faire. Mais je pense quand même que cette question du désir premier, elle est centrale. Parce que c'est quand même, au départ, à un moment donné, quand on s'invente comme cinéaste, et chacun d'entre nous en a un peu parlé ici, c'est quand même une question de vie ou de mort, à un moment donné, sur le plan psychique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a absolument besoin de dire pour continuer à être dans le rapport au monde, à être à sa place, et vivre, pas uniquement avec le frigo, mais vivre psychiquement. Et c'est ça le désir premier qui nous a tous animés à un moment donné, c'est que on avait ce besoin-là. Et moi, quand je peux juste parler pour moi, au moment où je m'invente comme cinéaste, c'est pas du tout par rapport au reste de la production cinématographique. Je la consomme aussi, parfois, de manière peut-être un peu neutre, ou parfois je l'apprécie parce que je vois des formes de cinéma qui sont très loin de ce que je fais, mais qui me font vibrer aussi. Mais c'est pas comme ça que mon désir premier de faire des films, c'est imposé à moi. Ça a été un besoin. Et c'est pour ça que je parlais de survivance aussi tout à l'heure. C'est qu'on a survécu au sens qu'on a pu, à un moment donné, prendre la parole, exprimer quelque chose, choisir un langage, et l'ayant fait, y trouver une satisfaction, de dire, voilà, c'était ça. C'est ça que j'avais envie de dire, moi étant moi, à ce moment-là de ma vie. Et je pense que c'est quand même... Les questions politiques que soulève monsieur sont très importantes aussi, mais je veux dire, fondamentalement, c'est quand même ça qui nous fait vibrer dans le fond. Après, il y a des batailles qu'on peut mener, et nous, on les mène aussi à l'intérieur de l'ACID, pour aller au-devant du public notamment, mais fondamentalement, je pense qu'on essaye de jamais perdre le cap sur ce désir premier que vous évoquiez. Juste pour ne pas dégager votre question, parce qu'elle est le reflet du monde, donc il n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est qu'elle est le reflet du monde, et que vous voyez bien que la révolution n'est pas forcément en train de se passer sous nos yeux, et dans le cinéma, elle est tout aussi difficile à mettre en œuvre. Donc à cette idée de la guerre, nous on répond très modestement... l'outil de la solidarité. Moi, j'ai pas de copains dans le cinéma, donc après, il y a une solidarité avec ces gens-là,
Et très modestement, quand à Cannes, on accompagne ces films devant des salles qui sont remplies de ces exploitants qui sont nos partenaires, c'est là que ça se joue aussi. C'est-à-dire que, moi j'ai envie de dire, c'est place par place que ça se gagne. En tout cas, nous, c'est ce qu'on peut faire. Donc cette solidarité-là, il faut qu'elle soit plus forte. Et en tout cas, c'est notre façon tout à fait modeste, d'une certaine manière, de répondre à cette guerre qui nous est déclarée, dont on a tout à fait conscience. Mais en même temps, on n'a pas de bazooka. Pour l'instant, on a les moyens qu'on vous a exposés. Oui, moi je voulais réagir, c'est quand... Moi je ne me considère pas comme un pur... Enfin, on n'est pas des purs, mais parce que ça fabrique forcément, je pense, de l'amertume ou du ressentiment et des affects qui deviennent tristes. Après, il n'empêche que, effectivement, j'essaie de prendre mes responsabilités politiques et de combat quand il faut les prendre. Mais oui, il n'y a aucune raison que le cinéma soit plus malin que le reste de la société. Enfin, donc, on peut estimer que c'est la catastrophe. Des fois, je le pense. On peut estimer que tant bien que mal, il y a encore de la vie. Des fois, on est dans un truc très égoïste de tirer son épingle du jeu, et faire du cinéma en est une, y compris pour sa propre économie de jouissance psychique. Enfin, mais c'est pas rien, parce que l'inverse, c'est la mort. Mais ça peut être juste tirer son épingle du jeu, c'est déjà ça, mais c'est pas satisfaisant. Et les films sont le reflet de tout ça. Alors après, c'est prendre sa part. Et moi, je ne crois pas qu'il y ait le système et nous. Enfin, le système, je suis les pieds dedans, j'en fais partie. Et donc, oui, c'est quels actes on pose, à quel moment, avec qui, parce que je ne crois pas que seul ce soit possible. Et oui, l'air du temps n'est pas la révolution. On peut essayer d'y œuvrer. Mais enfin, on parlait du capitalisme tout à l'heure. Enfin, on vit là-dedans. Là. Je ne vais pas faire mon strobe, mais bon, il a raison, Jean-Marie. Oui, monsieur. Bonjour, Patrick Jean Exena, je suis producteur, scénariste et comédien. À travers vos différentes histoires, on a pu voir qu'il n'y avait pas de vraie méthode, qu'il fallait, j'allais dire, pour ainsi dire, créer sa méthode pour pouvoir produire son projet. Est-ce que vous n'avez pas peur que, dans le fait de créer sa méthode, d'être marginalisé par la profession? Émilie? Mais en fait, je pense qu'on s'en fout d'être... Enfin, c'est quoi la profession? Enfin, j'ai l'impression que ça recouvre une réalité... Enfin, ça recouvre pas de réalité, ou alors c'est une abstraction complète pour moi. Ou alors, pour moi, la profession, c'est les gens avec qui je fais les films, donc ce sont des amis, donc c'est ce réseau de solidarité dont parlait Régis, et qui est matérialisé par un endroit comme l'Acide, mais qui est aussi matérialisé avec les personnes avec qui on fait des films. Mais il n'y a pas la profession, il y a la profession avec laquelle vous choisissez vous de travailler, mais j'ai l'impression qu'il... Enfin si, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on fait le choix d'être à une certaine marge, en tout cas l'enjeu de la table ronde est autour de une certaine précarité économique des films qu'on fait, ou du choix d'une certaine radicalité, et donc en fait d'une certaine humilité des moyens avec lesquels on fait des films, en se disant qu'on va les faire toutes, malgré, donc contre ce que monsieur appelle le système. Mais je pense pas, enfin je considère que de dire qu'on est marginalisé, c'est se mettre dans une position très victimaire, que je trouve un peu lâche. Parce que, comme le disait aussi Laurent, on a choisi de faire des films pour une raison totalement existentielle, dans laquelle, bien sûr, que la marginalisation est un élément de l'équation et qu'il faut vivre avec, et que c'est pas forcément facile tous les jours, mais il n'empêche que ce qu'on préserve là-dedans, c'est un espace de liberté. Et que ça n'a pas de prix. Ça n'a rien à voir, mais j'aime bien le partager parce qu'il y a quelques jours, tout à fait par hasard, j'ai lu la première critique ou une des premières, quand Joe Strummer et les Clash sont apparus. Et la personne qui écrit disait, mais là où ils branchent leur guitare, c'est là le centre du monde. Je crois que c'est ça. Il n'y a pas de marge et de centre. Il faut faire là où on branche la guitare, c'est à ce moment-là, devient le centre du monde. Et que l'intérêt, c'est justement de créer ces centres qui ne sont pas dans le centre qui est celui du pouvoir, et qui laisse apparaître et donne de la visibilité que à ce qui soutient ce discours du pouvoir.
Moi, j'avais envie de dire quelque chose par rapport à ça, parce que mais je le dirais pas aussi bien que Vladimir, mais plaisir, et pour les gens qui soutiennent ces films-là et qui se battent dans le système aussi, c'est juste la conviction d'avoir raison. Enfin, c'est très, très orgueilleux de dire ça, mais d'une vraie foi que c'est possible, et comme vous disiez, qu'il y a des gens pour ça. Et le fait, en effet, de travailler avec des salles, etc., d'être en lien permanent avec le public, avec des gens qui ont envie de voir ces films-là et qui nous disent à chaque fin de projo « Ah là là, qu'est-ce que ça a fait du bien !» ou que des films, en effet, dont on n'arrivait pas à... pour lesquels... je vais te donner l'exemple de Thunder Road, parce que c'était vraiment tellement flagrant la semaine dernière. Un film qu'on avait à la Cannes, un film américain, artisanal, fait avec 150 000 €, et donc qui sort en salle et qui se retrouve la semaine dernière, premier à l'UGCDA, premier au MK de Ketsen, etc., etc. Et je relis les notes, les retours des distributeurs que j'avais contactés, à qui je présentais le film. Trop petit pour l'exploitation, ça intéressera personne, c'est trop fragile, etc. Et je pense qu'en fait, en effet, c'est la force du collectif. C'est quand on voit qu'il y a autant de cinéastes qui disent que oui, c'est possible et qui défendent des films, on sait qu'on a raison et que ça, c'est partageable. On n'est pas à la marge ou des extraterrestres, en fait. Et donc, c'est juste d'avoir cette foi-là, quoi. Après, évidemment qu'on est en guerre, mais... Enfin, c'est... Bien sûr. Après, moi, je voulais juste dire... en tout cas, moi, j'ai le sentiment d'être à ma place à l'endroit où j'ai fait les choses et de les avoir fait de manière juste, par rapport, même peut-être plus juste, par exemple, avec ce film qui, au départ, était à 2 millions, par rapport à ce que je racontais, quelque part, le film est plus juste dans l'enjeu et dans la prise de risque qu'on a eue. Et ensuite, moi, j'étais très contente aussi d'être à la CID, qui me paraissait l'endroit juste pour être à cet endroit. Et on parlait à midi d'une amie cinéaste qui a fait son premier film avec, je crois, 15 000 €. Dorothée, c'était ça au départ, une comédie qui a eu 35 000 spectateurs, voilà, qui a plutôt bien marché, et qui ensuite a été contactée à UGC, a fait un film à 4 millions € dans lequel elle a été extrêmement malheureuse, où elle s'est sentie dépossédée. Donc, notre place, elle est juste, ça rejoint ce que disait Vladimir, c'est notre centre à nous et chacun doit trouver son centre et qui peut se déplacer en plus dans nos vies. Mais voilà, donc il n'y a pas de... Je crois que c'est notre force d'affirmer effectivement que nous aussi on est un centre, qu'il n'y a pas un centre unique et de refuser ça. On peut peut-être prendre une ou deux questions encore. Bonjour, je m'appelle Elodie. Je suis pas... Bien dans le micro, s'il vous plaît, sinon oui, on ne va pas vous entendre. Je suis ni réalisatrice ni scénariste, je suis juste venue pour voir. C'est votre droit. Et du coup, je me posais la question, comment les films sont choisis en fait? Est-ce que vous choisissez ça entre vous? Est-ce que vous faites des groupes pour voir les films qui sont envoyés, j'imagine, à l'association et ensuite sélectionnés? Comment ça fonctionne? Voilà. Régis Soler, on va répondre assez vite. Chaque année, il y a 14 personnes qui font la programmation. C'est jamais les mêmes personnes d'année en année. Et effectivement, il y a des films qui sont reçus sans distributeur en grande majorité et qui sont vus collectivement et qui vont être choisis sur un processus qui s'étale sur presque 2 mois, avec des débats contradictoires. Vous l'avez vécu cette année pour certains ici. Donc c'est vraiment un choix collectif entre cinéastes. Ce n'est pas la programmation d'un seul homme, d'une seule femme. C'est ce collectif qui, d'année en année, se nourrit des gens qui ont eu leur film accompagné sur l'édition précédente. Donc voilà, ça évolue d'année en année. C'est toujours des gens très différents. Ça, c'est pour Cannes. Et le reste de l'année, on se réunit une fois par mois, 20-25 d'entre nous, et on regarde 2-3 films. Aussi qu'en dehors de Cannes, on va choisir d'accompagner lors de la distribution en salle. La distribution dont parlait Fabienne Enclos, déléguée générale tout à l'heure. Alors, l'avant-dernière question et la dernière après. Oui, en fait, je voulais pas le micro, parce que depuis tout à l'heure, j'ai très chaud. J'aurais voulu qu'on mette l'air climatisé, mais c'est un peu tard. Donc voilà. Mais du coup, ça m'a donné envie, parce que cette charmante personne m'a donné le micro. Et en fait, je rebondis avec ce que disait Monsieur Bunic. Laurent Bunic. Moi, Claire Rupli, je suis comédienne et réalisatrice. Il se trouve que cette révolution, comment elle se fait? C'est-à-dire que moi, j'ai tenté la CID de Cannes, mais il y a des histoires de chronologie de production et tout. C'était pas le bon moment. Enfin bref, ça s'est pas fait. Donc je pense que la CID est quand même dépendant
de toute cette chronologie, il y a des dates, des délais, des machins, des trucs. J'apprends que l'Acide reçoit des films pendant l'année, ça je ne savais pas. En fait, avec la production, on était un peu polarisés sur Cannes, c'est bon à savoir. Mais vous dépendez quand même de ces festivals. Vous dépendez de leur date, de si le film a déjà été présenté, qui sait quelque part déjà. Voilà, les films arrivent à quel terme. Vous dépendez quand même de tous ces festivals pour avoir une lisibilité. Donc vous êtes en marge, mais sans être vraiment en marge. Parce que pour avoir l'Acide, je vous dis une chose, c'est pas évident non plus. Ça se fait pas comme ça. Hein. Moi, je l'ai pas encore eu, donc je vais essayer de percer autrement. Mais... Encore une fois, je crois que... Alors, pour répondre sur les films qui sont reçus à l'année, qu'on va accompagner, c'est des films qui arrivent avec distributeur. Alors que pour la programmation cannoise, c'est des films qui arrivent, qui peuvent ne pas avoir de distributeur. Parfois, ça arrive qu'ils aient un distributeur, mais enfin, en tout cas, la plupart des films cette année n'avaient pas de distributeur. Moi, je crois que c'est important aussi de déporter la question à la fois de notre place et de notre action autour des films. Évidemment, quand on choisit 9 films, vous imaginez tout ce que ça peut générer comme frustration chez les uns et les autres, comme il faut un cadre. Le cadre, on essaie de le faire encore une fois le plus juste et le plus éthique possible. C'est très difficile d'arriver à un fonctionnement totalement transparent, totalement efficace. C'est une aventure humaine aussi. Donc dans toute aventure humaine, c'est comme la justice. Il y a une part de brouillard, dirait Vladimir. Je crois qu'encore une fois, l'Acide, c'est une certaine idée du cinéma. Et je crois que ça dépasse les 9 films ou les 15 films qu'on accompagne à l'année. Je crois que et ce débat, il en est le fruit. Alors après, effectivement, avoir l'Acide, c'est pas... Vous êtes des bénévoles avant tout. On est aussi des cinéastes. Enfin, on est des cinéastes qui chacun dans notre coin préparant un prochain film sans assurance que ce film soit accompagné par l'Acide. Donc voilà, on est dans un calendrier parce que justement la nécessité d'être un peu dans la lumière aussi de ce qui se joue dans les enjeux de cette guerre-là. Si vous êtes complètement invisible, notre voix ne porte plus. Donc c'est aussi la possibilité que cette voix-là, elle soit entendue, on puisse aussi participer de ces débats et nourrir avec ce collectif-là, encore une fois, tout ce qu'on vient d'évoquer. Et encore une fois, je crois que cette force-là, c'est aussi de se dire que ce collectif, il bouge, il est mouvant, c'est pas toujours les mêmes personnes. Moi, je suis président, mais je vais bientôt ne plus l'être. Il y a une certaine idée aussi du renouvellement, à la fois des formes et des engagements, et ça, c'est très important. Encore une fois, c'est une aventure humaine qui s'inscrit dans un monde, et on ne va pas le décrire, on le connaît tous. Et ces enjeux, encore une fois, de sémantique et de guerre, voilà. Dans le cinéma, on n'y échappe pas. Dernière intervention. Oui, c'est une précision par rapport à ce que tu dis. Donc Philippe Fernandez, je suis réalisateur, j'ai été soutenu par l'Acide et c'est pour ça que j'ai fait partie du jury de Cannes cette année. Donc plusieurs précisions qui sont intéressantes à dire quand même à tout le monde, c'est qu'effectivement donc ces 14 personnes qui constituent le jury pour Cannes, qui est, pour revenir à des inventions précédentes, effectivement une arme de lutte contre un système qui existe, parce que là on parle de films qui sont souvent des premiers films ou des deuxièmes pour Laurent, mais très vite sur les deuxièmes et troisièmes films, il va falloir trouver des distributeurs. Donc peut-être que ça va changer les formes, etc. Bref, pour lutter contre ce système qui existe réellement, il y a l'Acide. Pour faire partie de l'Acide, ou pour être soutenu par l'Acide, je voudrais quand même préciser que ce jury de Cannes est composé de gens qui ont été soutenus, donc pas par des fonctionnaires du cinéma, pour des gens qui auraient des idées déjà préétablies sur le cinéma, c'est juste qu'ils ont été soutenus, et ils se retrouvent presque par hasard, ces 14-là, parmi les 2 dernières années des gens qui ont été soutenus, et que le système de sélection, qui est mis au point et d'année en année, à chaque fois amélioré, a été créé, enfin on a travaillé cette année sur la base d'un système qui a été mis au point par une statisticienne pour éviter que les films qui sont finalement dans la sélection finale soient des films à consensus mou, c'est-à-dire que tout le monde aime un peu. Au contraire, on a un système très particulier de vote qui est assez contraignant pour nous parce qu'il faut qu'on réfléchisse énormément, qui fait que ce sont les films qui sont très aimés par certains qui ont le plus de chances d'arriver. C'est-à-dire qu'un film qui est très soutenu par 3 personnes sur 14 arrivera en sélection, alors qu'un film qui est
qui a moyennement ému 10 personnes n'y arrivera pas. Donc je dis ça pour, voilà, faut pas penser pour les gens qui auraient échoué à cette sélection, qui est effectivement extrêmement désirable, parce qu'une vitrine à Cannes, c'est formidable, qu'il n'y a pas eu des discussions à 14 personnes. Il y a eu certes des discussions, mais c'est pas, on n'est pas arrivé à faire une sélection en disant celui-là il est mieux que celui-là, parce que non, il y a eu des énergies très fortes qui ont vraiment et qui ont mis un grand nombre de leur foi dans. Enfin, voilà. Et donc, c'est fait que il suffit pour chaque film, finalement, de rencontrer fortement 3 personnes sur 14. Donc ça donne beaucoup de chance à beaucoup de films. Et au final, les sélections ne se ressemblent pas d'année en année, et les films ne se ressemblent pas les uns avec les autres. Et juste pour compléter l'intervention. L'explication, c'est que quand on soutient un film à l'ACIDE, on s'engage aussi dans son accompagnement. C'est pas juste on décide de le mettre dans une programmation, c'est aussi s'engager dans l'accompagnement du film, la rencontre avec le spectateur. C'est d'une certaine manière notre façon d'accompagner les films et de défendre le cinéma dont on a parlé cet après-midi. Merci, ne comptez pas sur moi pour vous faire la synthèse des travaux, j'en serais bien incapable. J'ai juste l'impression que de façon revendiquée et assumée, chacun d'entre vous fait en quelque sorte vœu de pauvreté. Or, j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi des moines soldats en guerre, plutôt bien portants, et vous faites plutôt envie, et vous donnez envie. Donc c'est ça l'important, je crois. Merci à vous, merci de cette participation au débat, merci aussi à vous, et bon après-midi. Et bien évidemment, allez au cinéma en ce moment, au Luxor, voir les films de la sélection classique. Vladimir, le mot de la fin. Rajouter quelque chose, pas la pauvreté, le luxe communal. I kept so quick. Je vais pas pouvoir me...